Emma Foster avait appris très tôt dans la vie que les gens riches protégeaient leur vie privée à l'aide de caméras, d'alarmes et d'hommes qui ne souriaient jamais. Le domaine Pellegrini ne faisait pas exception. Elle compta au moins 15 agents de sécurité lors de sa première traversée du hall d'entrée en marbre, chacun d'entre eux la regardant avec une attention qui lui donnait la chair de poule. Monsieur Foster, l'homme qui l'avait accueilli, était grand, avait les cheveux gris et parlait avec l'accent caractéristique de quelqu'un qui travaillait dans cette maison depuis des décennies. Je suis Vincent, le majordome. Monsieur Pellegrini vous attend dans son bureau. Elle le suivit à travers des couloirs ornés d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. Mais elle ne l'aurait jamais dit à voix haute. L'agence avait été très claire lors de son entretien. La discrétion était non négociable. Les questions étaient découragées. Les opinions n'étaient pas les bienvenues. Lorenzo Pellegrini se tenait près de la fenêtre lorsque Vincent ouvrit la porte du bureau. Il ne se retourna pas immédiatement et Emma profita de ces quelques secondes pour calmer sa respiration. Elle avait vu sa photo lors de ses recherches, mais rien ne l'avait préparée à sa présence physique. Ses épaules larges remplissaient son costume sombre. Ses mains étaient jointes derrière son dos, et même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Mais Pellegrini, Mademoiselle Foster est arrivée. Il se retourna lentement. Ses yeux bruns l'évaluèrent avec une intensité qui lui donna envie de reculer. Son visage était saisissant d'une manière que les photos ne pouvaient pas rendre, tout en angle vif et en force maîtrisée. Aucun sourire ne venait adoucir son expression. Merci, Vincent. Sa voix était grave, légèrement teintée d'un accent italien. Vous pouvez disposer. La porte se referma dans un clic. Emma garda les mains jointes devant elle, s'efforçant de paraître calme. Vous nous avez été chaudement recommandé, dit Lorenzo en se dirigeant vers son bureau. Il prit un dossier et l'ouvrit. 8 ans d'expérience en pédiatrie, maîtrise de l'italien, référence de 3 familles de Boston. Emma acquiesça. Oui, monsieur, ma fille a 6 ans. Elle a été diagnostiquée avec une leucémie il y a 4 mois. Il parlait sans émotion, comme s'il lisait un rapport médical. Le traitement est agressif. Elle a besoin d'une surveillance 24 heures sur 24, en particulier pendant la nuit, lorsque les effets secondaires sont les plus sévères. Je comprends. Il leva les yeux du dossier. Vraiment? Parce que les 3 précédentes aides-soignantes ont démissionné au bout de 2 semaines. Elles disaient que Sophia était difficile, indifférente. Elle ne supportait pas le silence. Emma sentit son cœur se serrer. Elle avait lu le dossier fourni par l'agence au sujet de Sophia. 6 ans, mère décédée 2 ans auparavant. Mutisme sélectif suite à un traumatisme. Traitement médical en cours pour une leucémie lymphoblastique aiguë. Les enfants gèrent leur chagrin différemment des adultes, dit Emma avec précaution. Son silence ne signifie pas qu'elle ne communique pas. Cela signifie simplement que nous devons apprendre son langage. Quelque chose passa dans le regard de Lorenzo. Il posa le dossier. Vous travaillerez de nuit, de 20 heures à 8 heures. L'équipe médicale de Sophia s'occupe des soins pendant la journée. Votre travail consiste à vous assurer qu'elle est à l'aise. Administrer les médicaments selon l'horaire prévu et alerter le médecin de garde si quelque chose change. Vous aurez votre propre chambre dans l'aile réservée au personnel. Les repas sont fournis. Vincent vous donnera les règles de la maison. Puis-je rencontrer Sophia avant de commencer? La question sembla le prendre au dépourvu. Pourquoi? Parce qu'elle devrait savoir qui je suis avant que je n'entre dans sa chambre au milieu de la nuit. Les enfants réagissent mieux lorsqu'ils se sentent en sécurité. Lorenzo l'observa longuement. Puis il se dirigea vers la porte. Suivez-moi. Ils traversèrent d'autres couloirs, montèrent un escalier avec une rampe en fer-poil qui datait probablement d'avant la guerre civile, puis descendirent un couloir peint dans des tons crème doux. Lorenzo s'arrêta devant une porte décorée d'une petite plaque en bois sur laquelle était inscrit «Chambre de Sophia» en lettres élégantes. Il frappa 2 fois, puis ouvrit la porte sans attendre de réponse. La chambre était grande et baignée de la lumière de l'après-midi. Les murs bleu pâle étaient recouverts de peintures représentant des nuages et des étoiles. Un lit à baldaquin était adossé à l'un des murs, et près de la fenêtre, une petite fille était assise dans un fauteuil surdimensionné, un livre ouvert sur les genoux. Sophia Pellegrini avait les cheveux bruns de son père, mais les siens tombaient en boucles lâches autour de son visage. Sa peau était pâle, presque translucide,
et Emma pouvait voir le contour flou d'un port intraveineux sous sa chemise à manches longues. Des yeux bruns identiques à ceux de Lorenzo se levèrent lorsqu'ils entrèrent, mais elle ne dit rien. Sophia. La voix de Lorenzo changea lorsqu'il s'adressa à sa fille, devenant plus douce, mais aussi plus tendue. Voici mademoiselle Foster. Elle va t'aider à prendre soin de toi pendant la nuit. La petite fille regarda Emma, mais ne dit rien. Emma s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. Bonjour Sophia, tu peux m'appeler Emma si tu veux. J'ai vu que tu lisais un livre sur les papillons. C'est l'un de mes sujets préférés. Pas de réponse. Le regard de Sophia se posa à nouveau sur son livre. Je te laisse t'installer, dit brusquement Lorenzo. Il se retourna et quitta la pièce avant qu'Emma n'ait pu répondre. Elle resta où elle était, regardant Sophia tourner une page. Je ne te dérangerai pas si tu préfères lire. Mais si tu veux parler des papillons plus tard, j'aimerais beaucoup entendre ce que tu penses des schémas migratoires des monarques. Les doigts de Sophia s'arrêtèrent sur la page pendant une seconde. Puis elle continua à lire. Emma se leva et quitta la pièce sans faire de bruit. Sa première semaine se déroula selon une routine prudente. Elle arrivait chaque soir à 20 heures, recevait les dernières nouvelles de l'infirmière de jour et s'installait dans le fauteuil à côté du lit de Sophia. La petite fille ne parlait jamais. Parfois, elle dessinait. Parfois, elle fixait le plafond. À 2 reprises, elle eut des épisodes de nausées dus à la chimiothérapie qui la firent vomir dans une bassine, tandis qu'Emma lui tenait les cheveux et lui murmurait des mots apaisants. Lorenzo ne venait jamais dans la chambre pendant le service d'Emma. Elle le voyait parfois en passant, toujours vêtu d'un costume sombre, toujours entouré d'hommes qui se déplaçaient comme s'ils avaient été entraînés à la violence. Vincent expliqua que M. Pellegrini travaillait tard, souvent jusqu'à l'aube. Ce que Vincent ne mentionna pas, ce furent les caméras. Emma les remarqua lors de sa 3e nuit. De petites lentilles discrètes étaient dissimulées dans les coins de la chambre de Sophia. Une près de la porte, une près de la fenêtre, une au-dessus de la bibliothèque. Elle n'en parla à personne. Dans une maison comme celle-ci, la surveillance était probablement la norme. La 5e nuit, Sophia passa une soirée particulièrement difficile. La dernière série de chimiothérapie l'avait laissée faible et nauséeuse. Emma l'aida à enfiler un pyjama propre après qu'elle eut vomi pour la 3e fois, puis la recoucha avec des compresses froides sur le front. « Je sais que c'est difficile, » murmura Emma en ajustant les couvertures. « Mais tu te bats courageusement. Ton corps travaille très dur pour guérir. » Sophia avait les yeux fermés, mais sa petite main se tendit et saisit les doigts d'Emma. C'était la première fois qu'elle prenait l'initiative d'un contact physique. Emma resta là, lui tenant la main, jusqu'à ce que la respiration de Sophia se stabilise et qu'elle s'endorme. Puis elle se mit à fredonner doucement une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois. La mélodie était simple, les paroles en dialecte napolitain que la plupart des gens ne reconnaissaient pas. Elle chantait les étoiles et les petites étoiles, le ciel nocturne qui veillait sur les enfants endormis, la lumière du matin qui revenait toujours. Les lèvres de Sophia bougeaient légèrement, formant des mots silencieux. Emma retint son souffle. Elle continua à chanter, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, et regarda la bouche de la petite fille continuer à former les syllabes qu'elle ne pouvait pas encore prononcer. 3 étages plus bas, dans un bureau lambrissé d'acajou et rempli de livres reliés en cuir, Lorenzo Pellegrini était assis, figé, devant 3 écrans fixés au mur. Il avait installé le système de caméra après le départ de la 2e nounou, se disant que c'était pour des raisons de sécurité, de surveillance médicale et de protection contre les responsabilités. Il savait qu'il se mentait à lui-même. La vérité était plus simple et plus douloureuse. Il ne supportait pas d'être dans cette pièce, de voir sa fille souffrir, sachant qu'il était impuissant à l'empêcher. Les caméras lui permettaient d'être présent sans être présent. Un compromis de lâche. La plupart des nuits, il travaillait sur des dossiers et des contrats, les écrans en mode silencieux dans son champ de vision périphérique. Il se disait qu'il ne faisait que vérifier périodiquement que Sophia était en sécurité. Ce soir, il avait activé le son. Et maintenant, il était assis là, les mains agrippées aux accoudoirs de sa chaise, écoutant une femme qu'il connaissait à peine chanter exactement la même berceuse que sa femme chantait à leur fille. Pas n'importe quelle version, mais celle en dialecte napolitain, la mélodie spécifique que Giuliana avait apprise de sa grand-mère à Naples. Une chanson si particulière, si régionale que même la plupart des Italiens ne la reconnaîtraient pas.
À l'écran, les lèvres de Sofia bougeaient. Sa fille, qui n'avait pas dit un mot depuis 2 ans, essayait de chanter avec elle. Lorenzo sentit sa poitrine se serrer. Ses mains se mirent à trembler. Comment Emma Foster connaissait-elle cette chanson? Comment connaissait-elle les paroles exactes, la mélodie exacte, l'intonation exacte que Juliana avait utilisée? Il regarda Emma repousser doucement les cheveux de Sofia de son front, un geste si familier que Lorenzo dut fermer les yeux. Quand il les rouvrit, Emma était toujours là, chantant doucement, tenant toujours la main de sa fille. Pour la première fois depuis la mort de Juliana, Sofia semblait paisible. La chanson se termina. Emma resta assise en silence pendant quelques instants, puis prit un livre sur la table de chevet. Elle commença à lire à haute voix, d'une voix calme et chaleureuse, et les yeux de Sofia suivaient les mots, même s'ils étaient clairement alourdis par le sommeil. Lorenzo se força à détourner les yeux des écrans. Il se servit un verre de whisky, les mains encore légèrement tremblantes, puis se tint près de la fenêtre donnant sur le jardin que Juliana avait tant aimé. Quelqu'un avait envoyé Emma Foster chez lui. Quelqu'un qui savait des choses sur sa fille, sur sa femme, sur des moments privés de sa famille que personne d'extérieur ne devrait connaître. La question était de savoir si cette personne avait de mauvaises intentions ou si c'était tout autre chose. Il prit son téléphone et envoya un simple SMS à son chef de la sécurité. Toutes les informations sur Emma Foster. Tout. Je veux ça pour demain matin. Puis il retourna devant les écrans et regarda l'inconnu qui connaissait les berceuses de sa défunte femme lire une histoire à sa fille pour l'endormir. Au cours des jours suivants, Lorenzo se surprit à passer plus de temps à regarder les écrans qu'à travailler. Emma avait établi une routine avec Sofia qui semblait contourner toute la résistance que sa fille avait manifestée envers les précédentes gardiennes. Elle ne poussait jamais Sofia à parler, ne considérait jamais son silence comme un problème à résoudre. Au contraire, elle lui parlait comme à une personne, lui posait des questions, puis attendait sincèrement des réponses qui se traduisaient par des hochements de tête, des signes de dénégation ou, parfois, des dessins. Elle lui enseignait du vocabulaire italien à travers des jeux, en lui montrant des objets et en leur donnant leur nom en anglais et en italien, puis en la félicitant lorsqu'elle désignait le bon objet. Le 8e soir, Emma apporta du matériel pour fabriquer des bracelets. Elle s'assit en tailleur sur le sol à côté du lit de Sofia et étala des perles colorées. Dans certaines cultures, expliqua Emma, les gens fabriquent des bracelets pour raconter des histoires. Chaque couleur a une signification différente. Tu vois cette perle rouge, elle peut signifier le courage, et la bleue peut signifier la force. Sofia regardait attentivement Emma enfiler les perles sur un fil élastique. Je pense que tu as besoin de beaucoup de perles rouges, continua Emma, parce que lutter contre cette maladie demande beaucoup de courage, et peut-être aussi de perles dorées pour toutes les victoires que tu remportes. Chaque jour où tu surmontes le traitement est une victoire, Sofia. Chaque jour. La petite main de Sofia tendit vers les perles. Elle en choisit une rouge, puis une dorée, puis une violette. Violette, dit Emma, bon choix. Cela peut représenter la créativité ou peut-être l'espoir. Qu'en penses-tu? Sofia leva 3 doigts. 3 perles violettes pour l'espoir. J'adore ça. Ensemble, elles ont travaillé sur le bracelet. Sofia ne parlait pas, mais elle faisait des choix, choisissait les couleurs, montrait à Emma les motifs qu'elle voulait. Lorenzo observait depuis son bureau. Cette sensation familière de serrement dans la poitrine revenait. Cette femme touchait sa fille d'une manière que personne d'autre n'avait réussi à faire. Ni les thérapeutes, ni les médecins, ni même lui. Surtout pas lui. Lorsque son téléphone vibra pour lui signaler l'arrivée du rapport qu'il avait demandé, Lorenzo n'avait presque pas envie de le lire. Une partie de lui voulait préserver la magie qui opérait dans cette pièce à l'étage. Mais c'était un homme qui avait survécu en sachant des choses, en contrôlant les variables, en ne se laissant jamais surprendre. Il ouvrit le dossier. Emma Foster, 28 ans, née à Naples, en Italie, parents décédés, aucun parent vivant dans le système, entrée aux États-Unis il y a 2 ans avec un visa de travail. Les certifications en soins pédiatriques semblaient légitimes lors de la vérification initiale. Rien dans les vérifications de l'agence n'avait suscité de soupçons. Les références professionnelles avaient été vérifiées, mais il y avait des lacunes. Des années passées en Italie sans antécédents professionnels clairs. Une adresse indiquée dans un orphelinat de Naples que son enquêteur avait noté avec un point d'interrogation.
Lorenzo posa le téléphone et regarda à nouveau les écrans. Emma aidait maintenant Sofia à se mettre au lit, l'abordant avec le même soin que Juliana avait l'habitude de lui apporter. Puis Emma fit quelque chose qui glaqua le sang de Lorenzo. Elle se pencha et embrassa Sofia sur le front, puis traça une petite croix sur le front de sa fille avec son pouce. C'était un geste de bénédiction, une tradition napolitaine spécifique que pratiquait la famille de Juliana, une tradition que personne en dehors de cette famille ne devait connaître. Lorenzo se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Il fixa l'écran, regardant Emma s'installer dans le fauteuil à côté du lit de Sofia et ouvrir un livre. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le hasard. Emma Foster était venue chez lui avec des informations qu'elle n'aurait pas dû posséder, et il devait savoir pourquoi. Mais même si le doute le rongeait, il ne pouvait ignorer l'autre vérité qui se déroulait sur ses écrans. Pour la première fois en 2 ans, sa fille guérissait, et il ne savait pas si Emma Foster était un ange envoyé pour les sauver ou une menace qu'il ne comprenait pas encore. Emma apprit à déchiffrer l'humeur de Lorenzo Pellegrini à travers de petits détails. La position de sa mâchoire lorsqu'il entrait dans une pièce. La façon dont ses mains bougeaient lorsqu'il traitait des informations qui ne lui plaisaient pas. La lenteur délibérée de son élocution lorsqu'il pesait chaque mot. Au bout de 2 semaines passées dans la maison, elle savait reconnaître quand il l'observait. Cela se produisait pendant les changements d'équipe. Ces brefs instants où l'infirmière de jour partait et où Emma arrivait. Lorenzo apparaissait dans le couloir, faisant semblant de consulter son téléphone ou de discuter avec Vincent de questions domestiques, mais son attention se portait toujours vers elle. Ses yeux sombres suivaient ses mouvements avec une intensité qui faisait battre son cœur plus fort. Elle ne pouvait pas se permettre son regard scrutateur, pas après avoir travaillé si dur pour en arriver là. Mademoiselle Foster. Sa voix retentit derrière elle un soir alors qu'elle montait l'escalier principal. Un instant, s'il vous plaît. Emma se retourna, s'agrippant à la rampe pour se stabiliser. Bien sûr, Monsieur Pellegrini. Il fit un geste vers le salon à côté du hall principal. Elle le suivit, consciente de la façon dont l'espace semblait rétrécir lorsqu'il referma la porte derrière eux. Sophia semble à l'aise avec vous, dit-il en se servant un verre à partir de la carafe en cristal posée sur le buffet. Plus à l'aise qu'elle ne l'a jamais été avec quiconque depuis la mort de sa mère. C'est une enfant remarquable, dotée d'une forte volonté, même lorsqu'elle ne peut pas parler. Vous lui parlez parfois en italien. Ce n'était pas une question. Emma garda une expression neutre. L'agence a mentionné que vous préfériez quelqu'un qui parle couramment la langue. J'ai pensé que cela la réconforterait de l'entendre. Quel dialecte parlez-vous? La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Emma choisit ses mots avec soin. Je l'ai appris à Naples. J'y ai vécu plusieurs années. À faire quoi? Je travaillais dans des établissements de soins. J'apprenais la langue. J'essayais de me construire une vie. Lorenzo but une gorgée de whisky, sans jamais rompre le contact visuel. Naples est une ville dangereuse pour une jeune femme seule. Je m'en suis sorti, j'en suis sûr. Il posa son verre. Ma femme était originaire de Naples, du quartier nord près de Vomero. Sa famille vit toujours là-bas. Emma sentit la chaleur lui monter au cou, mais elle s'efforça de rester immobile. C'est une région magnifique. Elle avait l'habitude de préparer ce plat. Le ton de Lorenzo changea, devenant presque conversationnel, des pâtes aux anchois et à la chapelure. Une recette très précise que sa grand-mère lui avait enseignée. J'ai senti une odeur similaire provenant de la cuisine du personnel hier. Elle retint son souffle. Elle avait aidé le cuisinier à préparer le déjeuner, ajoutant les ingrédients par réflexe avant de réaliser son erreur. Beaucoup de familles napolitaines préparent des plats similaires. C'est vrai. Il s'approcha et Emma dut résister à l'envie de reculer. Mais la façon dont vous l'avez préparé, les mesures exactes, le timing, c'était identique à la façon dont Juliana le faisait. Vincent l'a remarqué, il a dit que ça avait exactement le même goût qu'autrefois. Je suis contente que le personnel ait apprécié. Vous détournez la conversation. Je réponds à vos questions, Monsieur Pellegrini. Sa mâchoire se crispa. Vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir. Des recettes familiales, des berceuses régionales que presque personne en dehors de Naples ne connaît, des gestes et des expressions que ma femme utilisait. Je veux comprendre comment Emma a pu soutenir son regard. Je vous ai dit que j'avais vécu à Naples. J'ai appris des gens là-bas. Parfois, les cultures partagent des traditions plus largement que vous ne le pensez,
Et parfois, les gens ont des liens qu'ils cachent. L'air entre eux crépitait de tension. Emma pouvait sentir son cœur battre dans sa gorge. S'il insistait davantage, s'il commençait à fouiller dans son passé avec les ressources dont disposait un homme comme lui, tout serait dévoilé. « Je suis ici pour m'occuper de Sophia, dit-elle doucement. C'est mon seul but. Si mon passé vous dérange, je peux demander à être remplacé par l'agence. » Lorenzo scruta son visage pendant un long moment, puis il expira lentement. Non. Sophia a enfin commencé à réagir au traitement. Changer de soignante maintenant la ferait régresser. Emma fut envahie par un sentiment de soulagement qu'elle s'efforça de dissimuler. Alors je continuerai mon travail, mais comprenez bien ceci. Il se pencha vers elle, baissant la voix jusqu'à murmurer. Je protège ce qui m'appartient de toutes mes mains de mes forces. Ma fille, ma maison, la mémoire de ma famille. Si vous êtes ici pour une autre raison que celle que vous prétendez, je le découvrirai. Je n'en attendrai pas moins. Ils se tenaient si près l'un de l'autre qu'Emma pouvait sentir son eau de Cologne, voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. L'attirance qu'elle avait ignorée jusqu'alors s'enflamma entre eux, brûlante et dangereuse. Lorenzo recula le premier. Sophia a eu une séance difficile hier. Les médecins ont augmenté son dosage de médicaments. Surveillez-la attentivement cette nuit. Je le ferai. Elle quitta le salon d'un pas chancelant, descendant lentement les escaliers jusqu'à être certaine qu'il ne pouvait plus la voir. Puis elle appuya son dos contre le mur et ferma les yeux, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Cela devenait plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Cette nuit-là, Sophia fut agitée dès l'arrivée d'Emma. L'augmentation de la dose de médicaments lui donnait la nausée, et elle passa les 2 premières heures recroquevillée sur le côté, refusant de manger ou de boire. « Je sais que ça fait mal », murmura Emma en appuyant un linge frais sur le front de Sophia. « Mais ton corps a besoin d'énergie pour se battre. Peux-tu essayer de boire quelques gorgées d'eau ?» Sophia secoua faiblement la tête. « Et si je te racontais une histoire pendant que tu bois? Une histoire sur une princesse qui était plus courageuse que tous les chevaliers du royaume. » Les yeux de la petite fille s'ouvrirent légèrement. Elle acquiesça très légèrement. Emma approcha la tasse des lèvres de Sophia, la laissant boire de petites gorgées entre chaque phrase, tandis qu'elle racontait l'histoire d'une princesse marquée par les combats contre des dragons invisibles. Une princesse qui avait perdu la voix, mais qui avait appris à parler grâce à son art, sa gentillesse et son courage. À la fin de l'histoire, Sophia avait bu la moitié de la tasse. « Bravo », dit Emma en la posant à côté d'elle. « Ton père serait très fier de toi. » Sophia porta la main à son ventre et Emma reconnut immédiatement les signes avant-coureurs. Elle attrapa le bassin juste au moment où la petite fille commençait à vomir, la tenant fermement pendant les violentes vagues de nausée. Lorsque celles-ci se calmèrent enfin, Sophia pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage pâle. « Chut, ça va aller. Tout va bien, ma chérie. » Emma la nettoya délicatement, lui mit un pyjama propre et la réinstalla contre les oreillers. « Je sais que c'est terrible. Je sais que tu en as assez d'être malade, mais tu te bats si fort et tu es en train de gagner. Chaque jour, tu surmontes cette épreuve. Tu es en train de gagner. » Sophia chercha la main d'Emma et la serra fort. Elles restèrent ainsi pendant des heures. Emma chanta doucement un napolitain, de vieilles chansons sur les étoiles, la lumière du matin et les mères qui veillaient sur leurs enfants depuis le ciel. Elle raconta des histoires. Elle caressa les cheveux de Sophia jusqu'à ce que la petite fille finisse par s'endormir, épuisée. Puis Emma posa sa tête sur le bord du lit, toujours en tenant la main de Sophia, et se laissa pleurer silencieusement pour toute la douleur que cet enfant avait endurée. 3 étages plus bas, Lorenzo était assis dans son bureau, les mains couvrant son visage. Il avait tout observé, chaque instant de la souffrance de sa fille, chaque mot doux d'Emma, chaque chanson, chaque histoire, chaque geste tendre. Et il s'était effondré, des larmes coulaient sur son visage, chaudes et incontrôlables. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Juliana. Il s'était promis de rester fort pour Sophia. Mais voir Emma apporter le réconfort qu'il aurait dû lui donner, être témoin de la douleur de sa fille depuis cette distance lâche, avait finalement brisé ce qui lui restait de sang-froid. Il la laissait tomber. Sa petite fille avait besoin d'un père capable de s'asseoir à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Au lieu de cela, il se cachait derrière des caméras et des portes closes,
car il ne supportait pas d'affronter son propre sentiment d'impuissance. Emma Foster, cette étrangère qui savait des choses impossibles, était le parent qu'il aurait dû être. Le soleil se levait lorsque Vincent frappa à la porte de son bureau. Monsieur, vous aviez demandé à être prévenu lorsque le service de Manuel Foster serait terminé. Lorenzo s'essuya le visage brutalement, effaçant les traces de son effondrement. Merci. Il monta les escaliers jusqu'à la chambre de Sophia, se déplaçant sans bruit. Emma somnolait dans le fauteuil à côté du lit, tenant toujours la main de Sophia. Des cernes ombragées en ses yeux. Ses cheveux, d'habitude soigneusement coiffés, étaient défaits. Elle avait l'air épuisée et magnifique, et complètement dévouée à sa fille. Sophia remua lorsqu'il entra. Elle ouvrit les yeux, chercha d'abord Emma, puis se tourna vers lui. « Papa », murmura-t-elle. Lorenzo se figea. La voix de sa fille était à peine audible, mais indubitable, parlant pour la première fois depuis 2 ans. « Papa », répéta Sophia, d'une voix légèrement plus forte. Emma resta toute la nuit. Emma se réveilla en sursaut, désorientée. Puis elle vit Lorenzo debout dans l'embrasure de la porte, vit le choc sur son visage et comprit ce qui venait de se passer. « Sophia ». Lorenzo respira, traversant la pièce en 3 enjambées. Il s'agenouilla à côté du lit, prenant l'autre main de sa fille. « Tu as parlé. »« Je suis fatigué, » murmura Sophia. Mais Emma dit que c'est normal d'être fatigué. Être fatigué signifie que je me bats. Tu te bats si courageusement. Sa voix se brisa. Je suis si fier de toi. Sophia sourit faiblement, puis ses yeux se refermèrent, la ramenant dans le sommeil. Lorenzo resta à genoux, fixant le visage paisible de sa fille. Quand il leva enfin les yeux vers Emma, elle vit quelque chose de brut et de vulnérable dans son expression. « Elle a parlé grâce à toi, » dit-il doucement. « Elle a parlé parce qu'elle était prête. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Je t'ai observé avec elle. J'ai vu comment tu communiques avec elle. Comment tu la rassures comme personne d'autre n'a réussi à le faire. » Il marqua une pause. « Comme je n'ai pas réussi à le faire. » Emma voulut protester, mais la sincérité de son aveu l'en empêcha. « Tu l'aimes. C'est ce qui compte. L'amour ne suffit pas si j'ai trop peur de le montrer correctement. » Lorenzo se leva et passa une main dans ses cheveux. « Je vous dois plus qu'un salaire, mademoiselle Foster. Vous avez redonné la parole à ma fille. Je me suis contenté d'écouter jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'utiliser. » Leurs regards se croisèrent, et l'attirance dangereuse entre eux s'intensifia. Emma la ressentit dans sa poitrine, chaude et insistante. Lorenzo devait la ressentir aussi, car il détourna le regard le premier, la mâchoire crispée. « Reposez-vous, » dit-il d'un ton redevenu formel. « Vous l'avez bien mérité. » Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. Emma s'assit seule dans la pièce silencieuse, regardant Sophia dormir paisiblement pour la première fois depuis des jours. Les lèvres de la petite fille esquissaient un léger sourire. Dans le couloir, Lorenzo sortit son téléphone et envoya un SMS à son conseiller. Priorité accrue à l'enquête sur Emma Foster. Je veux tout savoir. Concentrez-vous sur ses relations à Naples, sa famille, ses amis, toutes les personnes qu'elle aurait pu connaître là-bas. Je veux des réponses dans les 48 heures. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'Emma Foster était liée à son passé d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Et que cette relation soit une bénédiction ou une menace, il avait besoin de connaître la vérité avant de la laisser s'immiscer davantage dans sa vie, car elle était déjà dangereusement proche de son cœur. Le rapport arriva à 6 heures du matin, remis en main propre par le conseiller de Lorenzo, un homme nommé Roberto, qui travaillait pour la famille Pellegrini depuis que le père de Lorenzo était encore en vie. « Les informations que vous avez demandées, » dit Roberto en faisant glisser un dossier en papier craft sur le bureau. « Mais je vous préviens, cela soulève plus de questions que cela n'apporte de réponses. » Lorenzo ouvrit le dossier et parcourut les documents qu'il contenait. Emma Foster, 28 ans, acte de naissance à Naples. Parents décédés lorsqu'elle avait 12 ans, entrée aux États-Unis il y a 2 ans avec un visa de travail parrainé par une agence de recrutement dans le secteur de la santé. Mais entre 12 et 26 ans, il y avait des lacunes. De longues périodes inexpliquées sans trace d'emploi, sans documents fiscaux, sans empreinte numérique. « L'orphelinat », dit Lorenzo en indiquant une adresse à Naples. « Tu as vérifié? » « Oui. Santa Maria de Grazie, gérée par un ordre de religieuses. Elles ont confirmé qu'Emma Foster y avait vécu de 12 à 18 ans,
puis y étaient revenues périodiquement pendant plusieurs années. Elles ont hésité à fournir plus de détails, invoquant des raisons de confidentialité. Lorenzo s'est calé dans son fauteuil, des religieuses soucieuses de la confidentialité. Elles protègent les enfants qui passent sous leur garde, en particulier ceux qui ont subi des traumatismes. Roberto a marqué une pause. Il y a autre chose. Le visa de travail qui l'a amené aux États-Unis était légitime, mais les références qu'elle a fournies étaient minimes. Presque comme si elle avait délibérément gardé son passé vague ou que quelqu'un l'avait aidé à le garder vague. C'est aussi mon avis. Les gens n'ont pas de lacunes aussi importantes à moins de cacher quelque chose ou d'être cachés. Lorenzo ferma le dossier. Continue à creuser. Je veux savoir qui elle connaissait à Naples, où elle travaillait, comment elle subvenait à ses besoins, si elle avait des liens avec la famille de ma femme. J'ai besoin de savoir. Roberto acquiesça. Il y a encore une chose, nous avons intercepté une communication hier. Les Andrangheta bougent à Brooklyn, ils testent notre territoire. Antonio Rosi a envoyé un message par des intermédiaires. Ce nom fit froid dans le dos à Lorenzo. Antonio Rosi était le genre d'homme qui utilisait sa famille comme une arme, qui comprenait que le moyen le plus rapide de briser quelqu'un était de s'en prendre à ses proches. Que disait le message? Qu'il avait remarqué que tu étais distrait, qu'un enfant malade demande beaucoup d'attention, ce qui rend un homme vulnérable. L'expression de Roberto s'est durcie. Il n'a pas proféré de menaces explicites, mais le message était clair. Lorenzo s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre. La lumière de l'aube filtrait à travers les arbres du jardin. Quelque part à l'étage, Sophia dormait paisiblement, probablement encore en tenant la main d'Emma. Doublez les mesures de sécurité. Je veux des gardes armés en rotation autour de la propriété. 24 heures sur 24. Personne n'entre ou ne sort sans autorisation. Et je veux une surveillance sur les lieux connus de Rossi. S'il ose ne serait-ce que regarder vers ce quartier, je veux le savoir. C'est déjà fait. J'ai triplé les gardes du périmètre hier soir quand j'ai reçu le message. Bien. Lorenzo se retourna vers son conseiller. Et Roberto, si Rosie fait un geste vers ma fille, je me fiche de la vérité que nous avons maintenue. Je me fiche des négociations territoriales. Je le détruirai, lui et tous ceux qui lui sont liés. Compris. Après le départ de Roberto, Lorenzo monta les escaliers jusqu'à la chambre de Sofia. Il trouva Emma en train de lire doucement à sa fille, la lumière du matin faisant briller les reflets dorés de ses cheveux. Sofia était réveillée, les yeux suivant les mots, les prononçant parfois à voix basse en même temps que la voix d'Emma. Elles devinrent toutes deux les yeux lorsqu'il entra. « Bonjour, papa, » dit Sofia. Sa voix était toujours calme, mais elle parlait désormais sans hésitation. « Bonjour, petite étoile. » Il embrassa son front. « Comment te sens-tu? » Fatigué, mais Emma dit que la fatigue est en train de gagner. Emma est très sage. Il jeta un coup d'œil à la femme en question, qui avait posé le livre et le regardait de ses yeux bleus qui semblaient tout voir. « Mademoiselle Foster, j'ai besoin de vous parler en privé. » Emma se leva, touchant doucement l'épaule de Sophia. « Je reviens tout de suite, ma chérie. Pourquoi ne choisis-tu pas l'histoire que tu veux entendre ensuite? » Ils se dirigèrent vers le couloir. Lorenzo ferma la porte derrière eux, puis guida Emma dans le couloir jusqu'à un petit coin salon à l'abri des oreilles indiscrètes. « Il y a eu un développement, dit-il sans préambule. Un problème de sécurité qui nécessite des changements dans l'organisation de la maison. » L'expression d'Emma resta calme, mais il vit ses épaules se crisper légèrement. Quel genre de problème? Le genre de problème où des personnes mal intentionnées ont remarqué ma famille, en particulier l'état de santé de Sophia. Il choisit ses mots avec soin. Dans mon métier, les faiblesses sont exploitées. Une enfant malade me rend vulnérable d'une manière qui peut être utilisée contre moi. Tu penses que quelqu'un ferait du mal à Sophia? Je pense que quelqu'un menacerait de faire du mal à Sophia pour obtenir ce qu'il veut de moi. Lorenzo la regarda assimiler cette information. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois ici à plein temps, pas seulement pour les gardes de nuit. Je veux que tu vives dans la maison et que tu sois disponible 24 heures sur 24 pendant cette phase de son traitement. Monsieur Pellegrini, j'apprécie votre offre, mais j'ai un appartement, une vie en dehors du travail. Je te paierai le triple de ton salaire actuel. Tu auras ta propre suite dans l'aile est, une salle de bain privée, un accès complet à la cuisine et au terrain. Vous ne serez pas prisonnière. Vous serez simplement plus proche au cas où Sophia aurait besoin de vous.
Emma hésita et il pouvait voir le conflit sur son visage. Cela semble aller au-delà des simples soins médicaux. C'est le cas. Il s'agit de protection. Il s'approcha d'elle et baissa la voix. Sophia s'épanouit avec vous. Elle parle maintenant. Oui, il sourit. Et elle participe à son traitement au lieu de simplement le subir. Je ne peux pas risquer de perdre ses progrès si quelque chose arrive et que vous n'êtes pas là. Vous pourriez engager des agents de sécurité supplémentaires au lieu de me demander d'emménager ici. J'ai déjà des agents de sécurité supplémentaires. J'ai toute une équipe dont le travail consiste à assurer la sécurité de cette maison. Il la regarda dans les yeux. Mais aucun d'entre eux ne peut faire ce que vous faites pour ma fille. Aucun d'entre eux ne la rassure comme vous le faites. L'atmosphère entre eux changea. Il était chargé d'une chose qui n'avait rien à voir avec les mesures de sécurité, mais tout à voir avec l'attirance qui les rapprochait sans cesse. Si j'accepte, dit Emma doucement, j'ai besoin de limites, d'attentes claires. Cela ne doit pas brouiller les lignes qui doivent rester fermes. D'accord, vous êtes la soignante de Sophia, rien de plus, professionnelle à tout moment. Même en disant cela, Lorenzo savait qu'il mentait à tous les deux. Les limites étaient déjà floues, au-delà de toute reconnaissance. Emma emménagea dans l'aile est cet après-midi-là. Elle n'avait pas grand-chose à emporter de son appartement, juste 2 valises et une boîte de livres. Lorenzo envoya des hommes chercher ses affaires, insistant pour qu'elle ne quitte pas la propriété tant que la situation sécuritaire ne se serait pas stabilisée. Sa nouvelle suite était plus grande que tout son ancien appartement. Une chambre avec un lit à baldaquin, un coin-salon avec une cheminée, une salle de bain avec une baignoire. Les fenêtres donnaient sur le jardin où les couleurs du début de l'automne commençaient tout juste à apparaître. C'est trop, dit-elle lorsque Vincent lui fit visiter les lieux. Monsieur Pellegrini tient à offrir un hébergement confortable à son personnel résident, répondit Vincent avec diplomatie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, utilisez simplement le téléphone de la maison. Le dîner est servi à 19 heures dans la salle à manger principale, mais vous pouvez manger dans votre suite si vous préférez. Après son départ, Emma s'assit sur le bord du lit et tenta de calmer sa respiration. Vivre ici à plein temps signifiait être constamment proche de Lorenzo. Cela signifiait gérer l'attirance qui surgissait chaque fois qu'il se trouvait dans la même pièce. Cela signifiait maintenir sa couverture tout en étant constamment observé. Mais cela signifiait aussi être là pour Sophia, et cela comptait plus que son propre confort. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva Sophia debout dans le couloir, tenant un petit pot de fleurs. Emma Vincent dit « Tu restes maintenant, je t'ai apporté un cadeau de bienvenue. » La voix de la petite fille était encore faible, mais elle gagnait en force chaque jour. « Sophia, c'est magnifique. » Emma prit la plante, une petite succulente aux feuilles vertes épaisses. « Tu l'as choisie toi-même? » Maman disait souvent « Les plantes rendent des pièces plus accueillantes. » J'ai pensé que tu en aurais besoin. La mention désinvolte de Juliana serra le cœur d'Emma. Ta maman était très intelligente. Merci, ma chérie. On peut faire d'autres bracelets ce soir. Je veux ajouter des perles oranges. Que signifie la couleur orange? Sophia réfléchit un instant. Le bonheur. Parce que je suis heureuse que tu restes. Emma serra la petite fille dans ses bras et cligna des yeux pour retenir des larmes inattendues. Moi aussi, je suis heureuse. Ce soir-là, Lorenzo les trouva dans le salon principal plutôt que dans la chambre de Sophia. Emma avait apporté le matériel pour fabriquer des bracelets et ils étaient étalés sur le tapis, entourés de perles colorées. Sophia riait d'une des deux remarques d'Emma, un son qui surprenait encore Lorenzo chaque fois qu'il l'entendait. « Papa, regarde. » Sophia brandit un bracelet au motif complexe. « Emma m'a appris à faire des zigzags. C'est magnifique. » Il s'installa dans un fauteuil à proximité, satisfait de les regarder travailler. Que signifient toutes ces couleurs? Le rouge, c'est le courage. Le doré, c'est la victoire. Le violet, c'est l'espoir. Et l'orange, c'est le bonheur, récita Sophia. On en fait un pour toi. Pour moi, Emma dit que même les adultes ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont courageux. Lorenzo croisa le regard d'Emma par-dessus la tête de sa fille. Elle détourna les yeux la première, se concentrant intensément sur l'enfilage des perles. Elles travaillèrent dans un silence confortable pendant un moment. Sophia bavarda à propos du livre qu'elle lisait, des étoiles qu'Emma avait peintes sur son plafond, de son envie de sortir quand elle se sentirait plus forte. Lorenzo se surprit à se détendre comme rarement auparavant.
la tension constante dans ses épaules s'atténuant. Cela ressemblait dangereusement à une famille. Plus tard, après que Sophia fut allée se coucher, Emma rangeait le matériel pour les perles lorsque Lorenzo revint dans le salon. Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-il. Le personnel s'en chargera. Cela ne pose aucun problème. Elle rassembla le reste du matériel dans son récipient. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude que les gens nettoient après moi. Tu devras t'habituer à beaucoup de choses si tu vis ici. Emma se redressa, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je m'adapte facilement. Je l'ai remarqué. Il s'approcha et elle s'immobilisa. Tu t'es adapté aux besoins de Sophia, au rythme de la maison, à mes préoccupations en matière de sécurité. Tu n'as pratiquement pas posé de questions quand je t'ai dit d'emménager. Tu m'as clairement fait comprendre que la situation était grave. Je fais confiance à ton jugement concernant la sécurité de ta fille, mais pas pour d'autres choses. Je n'ai pas dit ça. Ils restèrent là, à la lumière de la lampe. Les seuls bruits étaient le tic-tac lointain d'une horloge et leur propre respiration. Lorenzo pouvait sentir son shampoing, une odeur propre et légèrement florale. Il pouvait voir son pouls battre dans sa gorge. J'ai fait des recherches sur toi, dit-il brusquement. Emma se figea. Et il y a des lacunes importantes dans ton histoire. Des années où tu n'existes tout simplement pas sur le papier, dit-il en observant attentivement son visage. Les gens qui ont de telles lacunes fuient généralement quelque chose ou cachent quelque chose. Qu'en est-il pour toi? Peut-être que j'ai simplement vécu tranquillement. Tout le monde ne laisse pas de traces numériques à Naples, l'une des villes les plus documentées d'Italie. Il secoua la tête. Non, vous étiez quelque part en train de faire quelque chose et vous ne voulez pas que je sache quoi. Emma posa le conteneur d'approvisionnement avec un soin délibéré. Vous me demandez de partir? Non, je vous demande de me faire confiance et de me dire la vérité. La confiance se mérite, Monsieur Pellegrini. Nous nous connaissons à peine. Nous nous connaissons suffisamment pour que ma fille se soit attachée à vous d'une manière qui me terrifie. Nous nous connaissons suffisamment bien pour que je passe mes nuits à me demander pourquoi vous connaissez les berceuses de ma défunte épouse. Sa voix baissa d'un ton. Nous nous connaissons suffisamment bien pour que je ne puisse m'empêcher de penser à vous, et c'est un problème. La confession resta suspendue entre eux, crue et dangereuse. Emma retint son souffle. Cela ne peut pas arriver. Je sais. Je travaille pour vous. Je m'occupe de votre fille. Cela ne peut être que cela. Je le sais aussi. Mais aucun d'eux ne bougea. L'espace entre eux vibrait de tout ce qu'ils ne disaient pas. Finalement, Emma recula. Je devrais aller voir Sophia, elle de dorme. Je viens de jeter un œil, alors je devrais aller me coucher. La journée a été longue. Lorenzo acquiesça, ne se faisant pas confiance pour en dire plus. Il la regarda quitter la pièce, puis s'effondra dans le fauteuil le plus proche et pressa ses mains contre son visage. La situation échappait à son contrôle. Emma Foster devenait essentielle au rétablissement de sa fille et dangereuse pour son propre équilibre. Il ne pouvait pas mener une enquête trop agressive sur elle sans risquer de la voir partir. Mais il ne pouvait pas laisser le mystère de son passé sans réponse. Et il ne pouvait certainement pas continuer à prétendre qu'il n'était pas en train de tomber amoureux d'une femme dont les secrets pourraient tous les détruire. La question fut posée un mardi soir tranquille, alors qu'Emma aidait Sophia à ranger sa collection grandissante de bracelets en perles sur un plateau doublé de velours. Emma. La voix de Sophia était douce mais claire à présent. Elle n'était plus le murmure qu'elle avait été quelques semaines auparavant. Je peux te poser une question importante? Bien sûr, ma chérie. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Sophia tripotait un bracelet violet sans regarder Emma dans les yeux. Tu penses que tu pourrais être ma nouvelle maman? Les mains d'Emma se figèrent en plein mouvement. Le bracelet qu'elle tenait glissa de ses doigts et les perles se dispersèrent sur le tapis. Elle sentit l'air quitter ses poumons. Sophia, elle eut du mal à trouver les mots qui ne briseraient pas le cœur de la petite fille. Je t'aime tellement. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. C'est pourquoi j'ai pensé que tu pourrais peut-être rester pour toujours. Pas seulement comme ma gardienne, mais comme ma maman. Papa t'aime aussi, je le vois bien. Les larmes brûlaient les yeux d'Emma. Elle prit doucement le visage de Sophia entre ses mains. Ta vraie maman t'aimait plus que tout au monde. Elle veille sur toi en ce moment même, et son souvenir est précieux. Je ne pourrais jamais la remplacer, et je ne le voudrais pas. Elle était spéciale, mais elle n'est plus là.
La lèvre inférieure de Sofia trembla. Et tu es là. Tu me rassures comme elle le faisait. Tu chantes ses chansons, tu connais ses recettes, et tu fais même ce geste avec ta main quand tu me caresses les cheveux. Tout comme elle. Le cœur d'Emma se brisa. Elle serra Sophia dans ses bras, sentant les larmes de la petite fille imprégner son t-shirt. Je suis tellement contente de te rassurer. C'est la chose la plus importante pour moi. Mais ma chérie, je suis ta nourrice. Je suis là pour t'aider à guérir, pour prendre soin de toi pendant ton traitement. Quand tu seras guéri, tu n'auras plus besoin de moi. Si j'aurai toujours besoin de toi. Tu m'auras toujours dans ton cœur, murmura Emma, les larmes aux yeux. Mais nous devons honorer la mémoire de ta maman en nous rappelant que personne ne peut la remplacer. Elle était ta première maman, ta vraie maman. Et ça, c'est pour toujours. Sophia pleura encore plus fort, et Emma la serra dans ses bras, la berçant doucement et lui murmurant des mots réconfortants en anglais et en italien. Lorsque les larmes se calmèrent enfin, Sophia s'écarta et s'essuya le visage. Tu resteras au moins jusqu'à ce que je sois guérie. Je resterai aussi longtemps que ton papa aura besoin de moi. Tu me le promets? Emma embrassa son front. Je te le promets. 3 étages plus bas, Lorenzo était assis, figé dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran. Il avait entendu chaque mot. Il avait vu Emma répondre à la question vulnérable de sa fille avec une telle grâce et une telle honnêteté que cela lui faisait physiquement mal. Mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'était de réaliser qu'il avait voulu qu'Emma dise oui. Il avait voulu qu'elle lui promette de rester pour toujours. Pas seulement jusqu'à la fin du traitement. Il avait voulu l'entendre revendiquer le rôle de mère de son enfant et de partenaire à ses côtés. Au lieu de cela, elle avait fait ce qu'il fallait, ce qui était honorable. Et il détestait à quel point cela le décevait. Le moment fut interrompu par l'entrée de Roberto, sans frapper, l'air sombre. Nous avons un problème. La sécurité a surpris 2 hommes en train de prendre des photos de la propriété depuis la rue. Lorsque notre équipe s'est approchée, ils ont pris la fuite. Nous avons vérifié leur plaque d'immatriculation, enregistrée au nom d'une société écran, que nous avons retracée jusqu'à l'organisation de Rossi. Lorenzo se leva brusquement. À quelle distance sont-ils arrivés? Pas dans l'enceinte, mais suffisamment près pour photographier l'aile est. Où se trouve la suite de Mademoiselle Foster? Son sang se glaça. Soit il la surveille spécifiquement, soit ils vous surveillent pendant que vous la surveillez. Dans tous les cas, ils ont remarqué qu'elle avait emménagé dans la maison, qu'elle compte pour Sophia, ce qui signifie qu'elle compte pour vous. Roberto marqua une pause. Cela fait d'elle une cible. Renforcez les patrouilles autour de l'aile est. Je veux que quelqu'un soit posté sous ses fenêtres en permanence et que vous trouviez ces hommes. Je veux tout savoir sur eux d'ici demain matin. Je m'en occupe déjà. Mais monsieur, il y a autre chose. Roberto sortit un autre dossier. L'enquête approfondie sur Mademoiselle Foster a enfin donné des résultats. Ses documents de certification, ceux qui lui ont permis de travailler comme puéricultrice, étaient falsifiés. Lorenzo prit le dossier et parcourut l'analyse technique. Falsifié par qui? Quelqu'un qui a des relations dans la pègre napolitaine. Le genre de personne qui se spécialise dans la création d'identités vierges pour ceux qui ont besoin de disparaître ou qui n'existent pas sur le papier. C'est un travail sophistiqué et coûteux. Elle a donc payé quelqu'un pour lui fournir de faux papiers afin de pouvoir entrer chez moi. La voix de Lorenzo était dangereusement calme. Cela ressemble à une infiltration ou à un acte désespéré. Les gens falsifient des documents pour de nombreuses raisons qui ne sont pas toutes malveillantes, mais certaines le sont. Lorenzo a fermé le dossier. Amenez-la dans mon bureau immédiatement. Emma était en train de coucher Sophia lorsque Vincent est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air désolé. Mademoiselle Foster, Monsieur Pellegrini souhaite vous voir dans son bureau. Immédiatement, le ton de sa voix a déclenché une alarme dans son esprit. Quelque chose ne va pas. Je pense que c'est ce dont il souhaite discuter. Sophia a attrapé la main d'Emma. Ne pars pas, reste avec moi. Je reviens bientôt. Je te promets que Vincent restera avec toi jusqu'à mon retour. D'accord, le trajet jusqu'au bureau de Lorenzo lui sembla interminable, comme une marche vers l'échafaud. Emma passa en revue toutes les possibilités, essayant d'anticiper ce qui avait changé. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Lorenzo se tenait debout près de son bureau, le visage impassible. Fermez la porte. Elle s'exécuta, puis attendit.
Combien de temps pensiez-vous pouvoir le cacher? Sa voix était glaciale. Cacher quoi? Il jeta un dossier sur le bureau. Des papiers s'éparpillèrent, des documents techniques qu'elle ne pouvait pas lire entièrement depuis l'autre bout de la pièce. Vos documents de certification sont des faux très bien faits, mais des faux quand même, créés par quelqu'un à Naples qui a des liens avec le crime organisé. Emma eut l'estomac noué. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas préparée à ce qu'elle ressentirait. Je peux vous expliquer, vraiment, parce que d'où je me trouve, on dirait que quelqu'un vous a envoyé ici délibérément. Quelqu'un qui connaissait de ma famille, Sophia, et les faiblesses qu'il pouvait exploiter. Il s'approcha, dégageant une colère intense. Les Andronga surveillaient cette maison, prenaient des photos, et maintenant, je découvre que la femme à qui j'ai confié la vie de ma fille a menti sur ses qualifications pour être embauchée. Que suis-je censé penser? Je ne ferai jamais de mal à Sophia, jamais. Je l'aime. L'amour n'est pas une preuve d'innocence. Dans mon monde, les gens utilisent tout le temps l'amour comme une arme. Emma leva le menton. Alors, qu'attendez-vous de moi? Une confession, une explication que vous avez déjà décidé de ne pas croire. Je veux la vérité. Qui vous a envoyé ici? Pour quelle organisation travaillez-vous? Quelle est la véritable raison pour laquelle vous avez eu besoin de faux papiers pour entrer dans cette maison? J'avais mes raisons, des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec des familles rivales ou des conflits territoriaux. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse te donner pour l'instant. Lorenzo serra les mâchoires. Tu pensais que je ne le découvrirais pas, que je n'enquêterais pas sur quelqu'un qui vit sous mon toit et s'occupe de mon enfant? J'ai des ressources que tu ne peux pas imaginer, Emma. Je découvrirai la vérité, avec ou sans ta coopération. Alors tu devras la découvrir sans elle. Pourquoi? Pourquoi protéger ceux qui t'ont aidé, à moins que tu n'aies peur d'eux, à moins qu'il ait quelque chose sur vous? Emma resta silencieuse, ce qui était une réponse en soi. Lorenzo passa une main dans ses cheveux, la frustration se lisant dans chaque trait de son visage. Sophia s'épanouit grâce à vous. Elle parle, rit, participe à son traitement. Ses médecins disent que son rétablissement progresse plus vite que prévu. Si je vous renvoie maintenant, cela pourrait la faire reculer de plusieurs mois, voire définitivement. Alors, ne me renvoyez pas. Comment puis-je vous faire confiance? Comment puis-je vous laisser approcher ma fille alors que je ne connais pas vos véritables intentions? Vous m'observez depuis des semaines à travers ces caméras. Vous avez vu toutes mes interactions avec Sophia. Ai-je jamais fait quoi que ce soit qui puisse paraître suspect? Ai-je jamais essayé d'accéder à des parties de la maison où je n'avais pas le droit d'aller? Ai-je posé des questions sur vos affaires ou votre sécurité? Il voulait argumenter, mais il en était incapable. Non. Alors faites confiance à ce que vous avez vu, pas à ce qui vous fait peur. Ils se regardèrent fixement par-dessus le bureau, tous deux haletants. Voici ce qui va se passer, dit finalement Lorenzo. Vous resterez dans cette maison jusqu'à ce que Sophia ait terminé son traitement. Vous continuerez à vous occuper d'elle exactement comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Mais lorsqu'elle n'aura plus besoin de soins médicaux, lorsqu'elle sera en bonne santé et que ce chapitre sera clos, vous partirez. Vous n'aurez plus aucun contact avec elle ni avec moi. Vous emporterez vos secrets et disparaîtrez de nos vies. Ces mots frappèrent Thomas comme des coups physiques. Cela lui fera du mal. Elle est attachée à moi. Elle s'en remettra. Les enfants sont résilients. Et vous? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. L'expression de Lorenzo se figea complètement. Et moi, vous vous en remettrez? Je ferai ce que je fais toujours. Protéger ce qui m'appartient et éliminer les menaces. C'est ce que je suis pour toi? Une menace? Je ne sais pas ce que c'est pas ce que tu es. C'est ça le problème. Emma sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Très bien, je resterai jusqu'à ce que Sophia aille le mieux. Puis je partirai. Mais tu dois savoir que tout ce que j'ai fait ici, chaque moment que j'ai passé avec ta fille était sincère. Mes sentiments ne sont pas fins. Elle se retourna et partit avant qu'il n'ait le temps de répondre, marchant à l'aveuglette dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle atteigne sa suite. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte et s'effondra sur le lit, laissant enfin les larmes couler. Elle savait que c'était temporaire. Elle savait que tôt ou tard, la vérité finirait par éclater et détruirait le fragile lien qu'elle avait tissé avec cette famille. Mais elle ne s'était pas attendue à ce que cela fasse autant mal. En bas,
Lorenzo se servit un verre d'une main tremblante et retourna devant les écrans. Sophia était réveillée, pleurant doucement. Elle avait probablement senti le changement dans la maison, la tension qui crépitait à travers les murs. Il aurait dû aller la voir, réconforter sa fille, mais il ne pouvait pas se résoudre à bouger. Au lieu de cela, il regarda Emma apparaître dans l'embrasure de la porte de Sophia, les yeux rougis mais le visage impassible. Elle grimpa dans le lit à côté de la petite fille, la serra contre elle et chanta doucement jusqu'à ce que les larmes cessent. Quoi qu'Emma cache, quels que soient les mensonges qu'elle ait racontés pour arriver ici, une vérité restait indéniable. Elle aimait sa fille, et Sophia l'aimait en retour. Lorenzo finit son verre et prit une décision. Il garderait Emma ici jusqu'à ce que Sophia soit en bonne santé. Il maintiendrait une distance professionnelle et continuerait à fouiller dans son passé jusqu'à ce qu'il trouve des réponses. Mais il ne penserait pas au vide que laisserait son départ dans la maison. Il ne reconnaîtrait pas la douleur dans sa poitrine à l'idée de ne plus jamais la revoir. Certaines choses étaient trop dangereuses pour être désirées, et Emma Foster était peut-être la plus dangereuse de toutes. L'alarme médicale rompit le silence à 3 heures du matin. Un cri électronique strident qui fit bondir Emma dans son lit. Elle se mit à courir avant même que son esprit n'ait pleinement compris ce qui se passait. Ses pieds nus claquaient contre le marbre froid, tandis qu'elle sprintait dans le couloir. La chambre de Sophia était baignée d'une lumière crue. La petite fille était en proie à des convulsions, son petit corps rigide contre les draps, les yeux révulsés, de la mousse au coin de la bouche. Sophia. La formation d'Emma se mit instantanément en marche. Elle roula l'enfant sur le côté, soutenant sa tête pour éviter toute blessure. Vincent, appelle le médecin immédiatement. Le majordome apparut dans l'embrasure de la porte, le téléphone déjà à la main. L'ambulance est en route. Dis-leur qu'il s'agit peut-être d'une réaction allergique à un nouveau médicament. État de mal épileptique. La patiente est âgée de 6 ans et son système immunitaire est affaibli. La voix d'Emma était calme, clinique, complètement différente de son ton habituellement doux. Ses doigts trouvèrent le pouls de Sophia, comptant les battements tout en observant les convulsions. Apportez-moi la trousse d'urgence qui se trouve dans l'armoire de la salle de bain. La trousse rouge. Vincent s'exécuta immédiatement. Emma maintint sa position, une main stabilisant la tête de Sophia, l'autre vérifiant ses voies respiratoires. Les convulsions étaient violentes et duraient beaucoup trop longtemps. 30 secondes, 45, 1 minute. Allez, ma petite fille, revienne-moi. Le masque clinique d'Emma se fissura légèrement. Tu es plus forte que ça. Batte-toi. Lorenzo fit irruption dans la pièce, toujours vêtu des habits qu'il portait quelques heures auparavant. Il pâlit en voyant sa fille en proie à des convulsions. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle a? Un nouveau médicament. Son corps le rejette. Emma prit la trousse rouge que lui tendait Vincent et l'ouvrit avec une certaine maladresse. Elle contenait des fournitures d'urgence qui allaient bien au-delà des premiers secours de base. Elle en sortit une seringue pré-remplie. Cela va arrêter la crise, mais vous devez la maintenir immobile. Vous ne pouvez pas lui injecter n'importe quel médicament. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est du bzoazépam, le traitement standard pour les crises prolongées. Si nous n'arrêtons pas cela dans les 30 prochaines secondes, elle pourrait subir des lésions cérébrales irréversibles. Emma le regarda dans les yeux, avec détermination et assurance. Faites-moi confiance ou écartez-vous de mon chemin. Lorenzo s'agenouilla à côté du lit, les mains tremblantes, pour aider à stabiliser sa fille. Emma administra l'injection avec la précision de quelqu'un qui avait déjà fait cela des centaines de fois. Ils attendirent, comptant les secondes qui leur semblaient des heures. Lentement, les convulsions commencèrent à s'atténuer. Le corps de Sophia se détendit, sa respiration devint moins laborieuse. Emma vérifia à nouveau ses signes vitaux, puis la plaça soigneusement en position de récupération. Ses voies respiratoires sont dégagées. Le pouls se stabilise. Le médicament fait effet. Emma se permit enfin de respirer, mais elle devait se rendre à l'hôpital. La réaction pouvait recommencer. L'équipe médicale arriva en quelques minutes. Emma leur donna des informations détaillées qui incitèrent le chef des ambulanciers à s'arrêter et à l'observer. Vous avez une formation médicale et des connaissances de base en matière de premiers secours. C'était bien plus que des connaissances de base, madame. Ils installèrent Sophia sur une civière. Lorenzo est monté dans l'ambulance sans hésiter. Mais avant que les portes ne se referment, son regard a croisé celui d'Emma.
Venez avec nous. Ce n'était pas une demande. L'hôpital était un tourbillon de lumière fluorescente et d'odeurs d'antiseptiques. Sophia a été transportée d'urgence à l'unité de soins intensifs pédiatriques, tandis qu'Emma et Lorenzo ont été relégués dans une salle d'attente avec des chaises inconfortables et des magazines que personne ne lisait. Lorenzo faisait les 100 pas comme un animal en cage. Le téléphone collé à l'oreille, il coordonnait les opérations avec son équipe de sécurité. Ses contacts médicaux, tous ceux qui pourraient lui fournir des informations plus rapidement que les médecins. Emma était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, toujours vêtue du pyjama qu'elle avait enfilé avant de courir vers la chambre de Sophia. Son esprit repassait chaque seconde de la crise, analysant ce qu'elle aurait pu faire différemment, plus rapidement, mieux. Ils ont dit qu'elle était stable. La voix de Lorenzo interrompit ses pensées. Il avait terminé son appel et se tenait devant elle. L'épuisement et la peur se lisaient sur son visage. La crise n'a pas causé de dommages durables. Tu l'as arrêté à temps. Bien. Où as-tu appris à faire ça? Sa voix était calme mais intense. Ce n'était pas des premiers secours de base. Tu savais exactement quels médicaments administrer, exactement comment gérer une urgence médicale qui aurait paniqué la plupart des soignants. Tu as agi comme une professionnelle qualifiée. Emma baissa les yeux vers ses mains. J'ai appris au fil des ans. Non. Lorenzo s'assit à côté d'elle, si près que leurs genoux se touchaient presque. On n'apprend pas ce niveau de compétence. Tu as suivi une formation approfondie, et tu l'as caché. Est-ce important? Sophia est en sécurité. C'est important parce que ma fille a failli mourir ce soir. Et si elle n'est pas morte, c'est uniquement parce que vous aviez des connaissances et du matériel qu'un soignant ordinaire n'aurait pas. Cela a de l'importance parce que vous mentez sur votre identité depuis le moment où vous avez franchi le seuil de ma maison. Sa main se tendit brusquement et saisit son poignet. Qui êtes-vous vraiment, Emma Foster? Le barrage céda. Tous les secrets qu'elle portait, tout le poids de sa tromperie devinrent finalement trop lourds à supporter. Emma sentit les larmes couler sur son visage avant qu'elle ne puisse les retenir. J'avais 12 ans, murmura-t-elle. 12 ans et mourante dans une ruelle de Naples. Ma mère m'avait abandonné là. Elle était toxicomane, elle avait préféré la drogue à sa fille, et j'avais une pneumonie si grave que je ne pouvais pas me tenir debout. Je me souviens avoir pensé que c'était ainsi que j'allais mourir. Seul, oublié. Lorenzo relâcha son étreinte sur son poignet, mais sans la lâcher. Puis cette femme m'a trouvé, belle, gentille, avec cette voix qui m'a fait penser que les anges existaient, peut-être vraiment. Elle m'a soulevé, m'a porté jusqu'à sa voiture et m'a emmené dans un hôpital privé. Elle a tout payé. Le médecin a dit que si elle m'avait trouvé 1 heure plus tard, je serais morte. Emma s'essuya le visage brutalement. Ce jour-là, elle ne m'a pas seulement sauvé la vie, elle l'a changée. Elle m'a placé dans un orphelinat tenu par des religieuses, un endroit agréable où l'on recevait une éducation et où l'on était en sécurité. Elle m'a rendu visite tous les mois pendant 5 ans. Cette femme venait passer du temps avec moi. Elle m'a appris des chansons italiennes, m'a raconté des histoires, m'a apporté des livres. Elle a payé mes études, y compris des cours d'infirmière, car je lui avais dit que je voulais aider les gens comme elle m'avait aidé. Juliana, la voix de Lorenzo était rauque. Je ne connaissais pas son nom complet. Elle ne s'était jamais présentée que sous le nom de Juliana. La religieuse m'a dit qu'elle avait demandé à rester anonyme, qu'elle avait aidé beaucoup d'enfants et qu'elle ne voulait ni attention ni gratitude. Elles ont protégé son identité. Emma l'a finalement regardée, les yeux bleus remplis de larmes. Je l'aimais. Elle était la seule mère que j'avais jamais eue. Et puis un jour, elle a cessé de venir. Les religieuses m'ont dit qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait plus venir me rendre visite. 6 mois plus tard, elles m'ont dit qu'elle était morte 2 ans auparavant. Oui, j'étais dévasté, mais je ne savais toujours pas qui elle était vraiment. Jusqu'à ce que je voie sa nécrologie en ligne. Juliana Pellegrini, épouse de Lorenzo Pellegrini, mère de Sofia Pellegrini. Il y avait une photo et j'ai reconnu son visage, même si cela faisait des années que je ne l'avais pas vue. La voix d'Emma s'est brisée. Elle avait une famille, une vraie famille, et elle trouvait quand même le temps de s'occuper d'une enfant des rues. Lorenzo a lâché son poignet et s'est couvert le visage de ses 2 mains. Quand j'ai lu que sa fille était malade, que Sofia avait une leucémie, j'ai su ce que je devais faire. Juliana m'avait sauvé la vie. Le moins que je pouvais faire était d'essayer d'aider à sauver la vie de ta fille.
Emma a redressé les épaules. J'ai passé 2 ans à suivre une formation pour devenir aide-soignante pédiatrique. J'ai fait des boulots horribles pour économiser de l'argent. Mais quand j'ai essayé de postuler dans des agences, elles voulaient des références de mes anciens employeurs, des relations familiales, des choses que les orphelins n'ont pas. J'ai donc trouvé quelqu'un qui pouvait créer des documents qui passeraient le premier tri. Je suis qualifié pour ce travail. La formation est réelle. J'ai juste dû falsifier des documents parce que mon passé n'existe pas tel que les agences l'exigent. Vous êtes venu ici spécialement pour aider Sophia. Je suis venu ici pour honorer la femme qui m'a tout donné. Ma vie, mon éducation, ma chance d'avoir un avenir. Elle n'a jamais rien demandé en retour, ne m'a jamais fait sentir que c'était de la charité. Elle m'aimait simplement parce qu'elle le pouvait, parce que c'était de sa nature. La voix d'Emma se renforça. Sophia est son héritage, et je protégerai cette petite fille de toutes mes forces, même si vous me détestez pour avoir menti afin d'arriver ici. Le silence envahit la salle d'attente. Lorenzo resta parfaitement immobile, assimilant ces révélations qui bouleversaient sa perception de sa femme et de la femme à côté de lui. Juliana avait toute une vie dont je ne savais rien. Il finit par dire qu'elle partait parfois, me disant qu'elle rendait visite à sa famille à Naples. Je pensais qu'elle parlait de ses parents, de ses cousins. Je ne me suis jamais posé de questions, car elle semblait heureuse à son retour. Sereine, elle l'était probablement. Aider les gens lui procurait de la joie. Elle vous a aidé, elle vous a sauvé. Et en échange, vous avez sauvé la chose la plus précieuse qu'elle ait laissée derrière elle. Lorenzo se tourna vers Emma. Les religieuses ont gardé son identité secrète. Elle le leur a fait promettre. Elle a dit que son travail avec les enfants devait être séparé de son nom de famille, qu'il était trop dangereux de mélanger les deux mondes. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle savait, n'est-ce pas? Elle savait qui vous étiez, ce que signifiait votre nom. Elle nous protégeait contre des gens comme Antonio Rossi, contre des hommes qui utilisaient les enfants comme monnaie d'échange. Lorenzo serra les mâchoires. Elle comprenait mon monde mieux que je ne le pensais. Un médecin apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Pellegrini, votre fille est réveillée et vous demande tous les deux. Ils le suivirent à travers des couloirs stériles jusqu'à une chambre privée où Sophia était allongée dans un lit d'hôpital, petite et pâle, mais alerte. Son visage s'illumina lorsqu'elle les vit. Papa, Emma, je t'ai fait peur. Lorenzo l'atteignit le premier et la prit délicatement dans ses bras. Tu nous as terrifiés, mais tu vas bien maintenant. Tout va bien se passer. Emma m'a donné des médicaments. Je m'en souviens. Elle savait exactement quoi faire. Sophia tendit de la main vers Emma. Comment as-tu su? Emma lui serra doucement la main. Parce que ta maman me l'a appris il y a longtemps, quand j'avais besoin d'aide. Elle était là pour moi et elle s'est assurée que j'avais les compétences nécessaires pour être là pour les autres quand ils avaient un besoin d'aide, y compris toi. Maman t'a envoyé vers nous. D'une certaine manière, oui, je pense que c'est vrai. Sophia sourit, et pendant un instant, Emma vit l'expression de Juliana sur le visage de la petite fille. La même chaleur, la même gentillesse instinctive. Alors tu dois rester pour toujours, dit simplement Sophia. Si maman t'a envoyé, cela signifie que tu es censé faire partie de notre famille. Les yeux d'Emma se remplirent à nouveau de larmes. Elle regarda Lorenzo, s'attendant à voir de la colère ou de la trahison. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Nous en parlerons quand tu iras mieux, dit-il doucement à sa fille. Pour l'instant, repose-toi. Laisse ton corps guérir. Après que Sophia se soit endormie, Lorenzo accompagna Emma dans le couloir. Ils se tenaient sous la lumière fluorescente, tous deux épuisés, tous deux émotionnellement vidés. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dit Lorenzo. Tout ce que tu m'as dit change ma vision des 2 dernières années. Ma vision de Juliana, ma vision de toi. Je comprends. Et je suis désolé d'avoir menti. Tu ne mentais pas. Pas vraiment. Tu ne m'as simplement pas dit toute la vérité. Il passa une main dans ses cheveux. Tu as falsifié des documents pour être embauché, mais tu l'as fait pour honorer une dette envers la femme qui t'a sauvé la vie. Tu as caché ta formation médicale avancée, mais tu l'as utilisée pour sauver ma fille. Tu as gardé des secrets, mais ces secrets visaient à protéger la mémoire de Juliana, pas à faire du mal à sa famille. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je te crois. La main de Lorenzo se leva, s'arrêta près de son visage avant de retomber le long de son corps.
Ma femme a vu en toi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, qui valait la peine d'y investir des années de sa vie. Et maintenant, je le vois aussi. Emma retint son souffle. Reste, dit Lorenzo doucement. Pas seulement jusqu'à ce que Sophia aille mieux. Reste parce que tu fais déjà partie de cette famille, que nous l'ayons prévu ou non. Reste parce que Juliana nous a réunis pour une raison. Je ne sais pas si je peux. Pourquoi pas? Parce qu'aimer quelqu'un, c'est finir par le perdre. J'ai perdu tous ceux que j'ai aimés. Ma mère m'a abandonné. Juliana est morte. Si je me laisse aimer toi et Sophia complètement, si je me laisse croire que cela pourrait être réel, elle ne put finir sa phrase. Lorenzo s'approcha. Alors tu prendrais le même risque que nous. Sophia t'aime déjà. Et moi, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je tombe amoureux d'une femme qui connaissait les secrets de ma femme, qui partage sa compassion, qui se bat pour ma fille comme si c'était la sienne. C'est peut-être le dernier cadeau que Juliana nous a fait à tous les deux, une seconde chance de fonder une famille. Emma voulait le croire, voulait accepter l'avenir qu'il lui offrait. Mais des années de survie lui avaient appris que l'espoir était dangereux. Laisse-moi y réfléchir, murmura-t-elle. Lorenzo acquiesça, puis fit quelque chose d'inattendu. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui tandis qu'elle se laissait enfin aller à pleurer pour tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle pourrait encore gagner. Dans la chambre d'hôpital derrière eux, Sophia dormait paisiblement, rêvant de la mère qu'elle avait perdue et de la femme qui pourrait aider son père à enfin guérir. Sophia rentra de l'hôpital 3 jours plus tard, faible mais stable. Les médecins avaient ajusté son traitement médicamenteux, éliminant le composé qui provoquait la réaction grave. Emma resta à ses côtés pendant la transition, surveillant chaque symptôme, chaque changement de couleur ou de niveau d'énergie. Lorenzo les observait toutes les deux avec une intensité qui rendait l'atmosphère électrique. Il passa ces jours-là à faire quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé depuis la mort de Juliana, se souvenir d'elle dans son intégralité. Pas seulement la version édulcorée du deuil, mais la vraie femme, avec toutes ses complexités et ses secrets. Les voyages d'affaires à Naples qui duraient plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle revenait avec des histoires sur les enfants de sa cousine, des détails qui semblent maintenant délibérément vagues, les dons caritatifs substantiels qui apparaissaient sur leur compte, toujours à des organisations venant en aide aux jeunes en difficulté. Elle avait construit tout un monde de compassion, séparé de son monde de violence, et elle l'avait fait pour protéger les deux parties. J'ai besoin de tout savoir sur les activités de Juliana à Naples. Lorenzo dit à Roberto dans son bureau. Chaque don, chaque organisation qu'elle soutenait, chaque lien avec l'orphelinat Santa Maria de Gracia. Je veux une confirmation de l'histoire d'Emma dans les moindres détails. Roberto revint 2 jours plus tard avec un dossier si épais qu'il fallait les 2 mains pour le porter. Les archives de l'orphelinat sont très complètes. Votre femme a fait des dons anonymes pendant 15 ans, des sommes importantes qui ont financé des programmes éducatifs, des soins médicaux et des améliorations de l'habitat. Les religieuses ont conservé des registres méticuleux de ces visites, bien qu'elles ne l'aient identifiée que comme Juliana de Naples. Roberto ouvrit une page marquée. Il y a des notes sur une enfant en particulier qui l'intéressait tout spécialement. Une fille amenée à l'âge de 12 ans, presque morte de pneumonie et de malnutrition. Les frais médicaux à eux seuls étaient considérables. Lorenzo a étudié les dates. Elles correspondaient parfaitement à la chronologie de Mans. Les religieuses ont confirmé que Juliana avait rendu visite à cet enfant tous les mois pendant 5 ans, qu'elle avait payé ses études d'infirmière et qu'elle était restée en contact avec elle jusqu'à peu avant son diagnostic de cancer. Roberto a marqué une pause. Elles ont dit que Juliana leur avait fait promettre de ne jamais révéler son identité complète aux enfants qu'elle aidait. Elle pensait que son nom de famille les mettrait en danger. Elle avait raison. Lorenzo ferma le dossier. Emma Foster est bien celle qu'elle prétend être. Et maintenant? Maintenant, je vais trouver un moyen de la garder ici. Mais Emma avait d'autres projets. 2 jours plus tard, Lorenzo la trouva en train de faire ses valises, pliant soigneusement ses vêtements dans les mêmes valises qu'à son arrivée. Il eut le cœur serré en la voyant. « Que fais-tu » Elle ne se retourna pas. « Sophia est stable. La crise immédiate est passée. Il est temps pour moi de partir. Nous n'avons jamais parlé de ton départ. Tu as dit que je pouvais rester jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Il va mieux. » La voix d'Emma était calme, mais il perçut la tension qui la sous-tendait.
J'ai abusé de ton hospitalité. Sophia a besoin de toi. Sophia a besoin de son père. Elle a besoin de stabilité et d'honnêteté, pas d'une aide-soignante au passé compliqué qui a menti pour être embauchée. Emma finit par lui faire face. Je t'ai donné ce que je suis venu donner. J'ai honoré ma dette envers Juliana. Maintenant, je dois te laisser construire ta vie sans te rappeler les secrets et la tromperie. C'est ce que tu penses être? Un rappel de la tromperie, n'est-ce pas? Lorenzo traversa la pièce en trois enjambées. Tu es la femme que ma femme a choisi de sauver. La femme à qui elle a confié son temps, ses ressources, son amour. Tu es la personne qui a ramené ma fille du bord du silence et du désespoir. Tu es... Il s'arrêta cherchant ses mots. Tu ne partiras pas. Tu ne peux pas m'ordonner de rester. Je ne t'ordonne rien. Je te demande. Ses mains se crispèrent sur ses côtés. Ne pars pas, s'il te plaît. La détermination d'Emma vacilla. Lorenzo, je n'ai pas ma place ici. Je ne fais pas partie de ton monde. Tu en es devenu une partie dès l'instant où Juliana a décidé que tu méritais d'être sauvé. Tu en es devenu une partie quand Sophia t'a qualifié de deuxième chance de bonheur. Tu en es devenu une partie lorsque je... Il ne put terminer. Le moment s'étira entre eux, fragile et vital. Puis la voix de Sophia retentit depuis le couloir. « Emma, papa, où êtes-vous? » Ils la trouvèrent debout devant la suite d'Emma, les yeux rougis par les larmes. « Tu pars? » Ce n'était pas une question. J'ai entendu Vincent parler aux autres membres du personnel. Il a dit que tu faisais tes valises. Emma s'agenouilla devant elle. « Ma chérie, je... » Non, la voix de Sophia se brisa. « Tu avais promis. Tu avais dit que tu resterais aussi longtemps que papa aurait besoin de toi. Il a encore besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Ne me quitte pas, moi aussi. » Les trois derniers mots détruisirent quelque chose dans la poitrine d'Emma. « Oh, Sophia, tous ceux que j'aime s'en vont. Maman est partie, les infirmières sont parties, les autres aides-soignantes sont parties. Tu es la seule à être restée quand les choses sont devenues difficiles. Tu es la seule à chanter les chansons de maman et à me donner l'impression que je ne la perds peut-être pas complètement. » Des larmes coulaient sur le visage de la petite fille. « Si tu pars, c'est comme si je la perdais à nouveau. » Lorenzo prit sa fille dans ses bras, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux d'Emma. « Tu l'as entendu. Nous avons besoin de toi. Je ne peux pas rester simplement parce qu'une enfant a peur de la perte. Ce n'est bon pour personne. Alors reste parce que tu le veux. » La voix de Lorenzo s'adoucit. « Reste parce que quitter cette famille te ferait autant de mal qu'à nous. » Emma se leva lentement, les larmes aux yeux. « Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Je te demande de croire que Juliana savait ce qu'elle faisait. Qu'elle t'a sauvé pour une raison qui va au-delà de la simple survie. Que cette raison était peut-être ce moment. Cette famille, cette chance de terminer ce qu'elle a commencé. » Il changea Sophia de bras. « Je te demande d'être courageuse. » Avant qu'Emma n'ait pu répondre, Roberto apparut au bout du couloir, téléphone à la main et l'air sombre. « Monsieur, nous avons un problème. » Lorenzo tendit Sophia à Emma et s'éloigna. « Quel genre de problème? » « Une communication interceptée. Les hommes de Rossi préparent une opération. Ils savent que Sophia a été hospitalisée. Ils connaissent l'itinéraire que vous emprunterez pour son prochain rendez-vous. Ils prévoient une embuscade pendant le transfert. » Lorenzo sentit son sang se glacer. « Quand? Demain matin. Ils pensent que vous l'emmènerez au centre d'oncologie pour son traitement prévu. Comment ont-ils obtenu cette information? Nous enquêtons toujours. Mais monsieur, ils ont spécifiquement mentionné l'aide-soignante. Ils savent qu'Emma est importante pour Sophia, ce qui la rend importante pour vous. Ils y voient un moyen de pression. » Emma serra Sophia dans ses bras pour la protéger. Lorenzo passa en revue toutes les options, stratégies et contre-mesures possibles. Annuler le rendez-vous. « Nous ferons venir l'équipe médicale ici à la place. » C'est déjà fait. Mais cela ne résout pas le problème plus général. Rossi connaît désormais votre faiblesse. Il continuera à sonder le terrain jusqu'à ce qu'il trouve une faille. Alors nous éliminerons la menace de façon définitive. La voix de Lorenzo se fit glaciale. « Donnez-moi les emplacements de toutes les opérations connues de Rossi. Je veux des frappes coordonnées prêtes dans l'heure. Monsieur, cela mène à une escalade vers la guerre. Ils ont menacé ma fille. C'est déjà la guerre. » Roberto partit prendre les dispositions nécessaires. Lorenzo se retourna et vit Emma qui le regardait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « C'est ton monde, dit-elle doucement. C'est ce que Sophia verra en grandissant. Je protège ce qui m'appartient.
Aurais-tu voulu que j'en fasse moins? Je te demanderais d'être prudent. Stratégique, la voix d'Emma s'est stabilisée. Et je te demanderai d'écouter quand je te dis qu'il y a 3 semaines, j'ai mentionné avoir vu une berline argentée garée de l'autre côté de la rue à des heures inhabituelles. Ton équipe de sécurité a écarté cette information, pensant qu'il s'agissait d'un invité d'un voisin. Lorenzo s'est figé. Quoi? Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, mais j'ai grandi dans des rues où le fait de remarquer les détails te maintenait en vie. Cette voiture est apparue 4 fois en 2 semaines, toujours avec le même conducteur, un homme d'une trentaine d'années, avec une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Il n'est jamais sorti. Il restait assis là à observer la maison pendant 20 minutes, puis repartait. Pourquoi n'as-tu pas signalé cela officiellement? Je l'ai fait. Je l'ai dit à Vincent. Il m'a répondu. Ton équipe de sécurité a surveillé tous les véhicules dans le quartier et n'a rien trouvé d'inquiétant. Emma le regardait droit dans les yeux, mais j'ai quand même noté le numéro d'immatriculation. Une habitude que j'ai prise à Naples. On apprend à documenter les choses qui semblent suspectes. Roberto, qui était revenu pour écouter la conversation, sortit son téléphone. Quel est le numéro d'immatriculation? Emma le récita de mémoire. Roberto tapa rapidement, puis se figea. Ce véhicule est immatriculé au nom d'une société holding que nous avons reliée au réseau de Rossi. Il faisait partie de leur opération de surveillance initiale. Il regarda Lorenzo. Votre équipe de sécurité l'a manqué, mais elle l'a repéré parce que je sais reconnaître une observation prédatrice. La voix d'Emma était désormais dure. J'ai survécu pendant des années en reconnaissant quand quelqu'un m'observait pour de mauvaises raisons. Votre système de sécurité high-tech est conçu pour détecter les menaces évidentes. Il ne détecte pas les menaces subtiles, les menaces patientes. Lorenzo la fixa du regard, comprenant soudain quelque chose. Qu'avez-vous remarqué d'autre? Le livreur qui vient 2 fois par semaine arrive à des heures différentes de celles prévues, mais toujours lorsque Sophia est visible à travers les fenêtres du jardin. Le technicien qui a entretenu les caméras de l'aile a mis 3 fois plus de temps que nécessaire et a posé des questions inhabituelles sur les habitudes de Sophia. Ça suffit? Lorenzo leva la main. Roberto, vérifiez tout ce qu'elle vient de dire. En moins de 30 minutes, ils avaient la confirmation. La société de livraison n'avait aucune trace de changement d'horaire. Le technicien de maintenance ne figurait pas sur leur liste de prestataires agréés. Chaque détail mentionné par Emma s'est avéré être une faille de sécurité potentielle que les systèmes officiels avaient manqué. Vous avez un instinct qui manque à mes professionnels qualifiés, a déclaré Lorenzo avec une sorte d'admiration dans la voix. Des compétences de survie qui complètent la sécurité tactique. Je remarque des choses. Cela ne me rend pas spécial. Cela vous rend précieux. Cela fait de vous quelqu'un que je serais folle de laisser partir. Il s'approcha. Tu veux savoir pourquoi je te demande de rester? Ce n'est pas seulement parce que Sophia t'aime. Ce n'est pas seulement parce que tu honores la mémoire de Juliana, mais parce que tu nous rends plus forts. Tu vois les menaces que nous ne voyons pas. Tu apportes des compétences que nous n'avons pas. Tu n'es pas une faiblesse, Emma. Tu es un atout. Je ne veux pas être un atout. Je ne veux pas être utile. Alors sois une famille. Les mots sortirent plus durs qu'ils ne l'auraient voulu. Sois la femme qui appartient à cet endroit parce qu'elle le choisit, pas parce qu'elle a une dette ou qu'elle sert un but. Sophia, toujours dans les bras d'Emma, les regardait tous les deux, les yeux écarquillés. Ça veut dire que tu restes? Emma sentit le poids du moment peser sur elle. Tous ses instincts lui criaient de fuir, de se protéger de la douleur inévitable d'aimer et de perdre à nouveau. Mais une autre voix, plus calme et plus forte, ressemblait à celle de Juliana. Parfois, le plus courageux est de rester alors qu'il serait plus facile de partir. Elle regarda Lorenzo. Elle le regarda vraiment. Elle vit au-delà du dangereux chef mafieux, le père qui avait peur de décevoir sa fille. Le veuf qui apprenait à honorer la mémoire de sa femme en embrassant les cadeaux qu'elle avait laissés derrière elle. L'homme qui lui demandait d'être assez courageuse pour construire quelque chose de nouveau à partir d'un chagrin partagé. « Je resterai, murmura Emma. Pas à cause des dettes ou des obligations. Parce que tu as raison. Partir me détruirait. » Le soulagement de Lorenzo était visible. Il tendit la main vers son visage, puis sembla se souvenir que Sophia les observait et retira sa main. « Nous devrions finir de régler la question de la sécurité. Utilise les informations fournies par Emma, dit Roberto. Grâce à ses observations et à nos capacités tactiques,
Nous pouvons identifier toutes les vulnérabilités de l'opération de Rossi. Les heures qui suivirent furent consacrées à la planification et à la coordination. Emma s'assit dans le bureau de Lorenzo et lui fournit une description détaillée de tout ce qu'elle avait remarqué au cours des dernières semaines. L'équipe de Roberto recoupa ses observations avec les données de surveillance, dressant ainsi un tableau complet des opérations d'Andada. À l'aube, Lorenzo avait autorisé des frappes chirurgicales sur 3 sites de Rossi. Il ne s'agissait pas d'une guerre, mais de l'élimination précise des cellules spécifiques qui menaçaient sa famille. À midi, la menace était neutralisée. Le suivi de Roberto est arrivé 1 heure plus tard, concis et certain. Les hommes de Rossi avaient été suffisamment touchés pour perdre toute envie de se battre, et les documents récupérés lors des raids étaient déjà entre de bonnes mains. Un moyen de pression discret qui obligerait les survivants à regarder derrière eux plutôt que vers la maison de Lorenzo. Plus important encore, Rossi lui-même était devenu invisible. Pas de message, pas d'intermédiaire, pas de posture de représailles. Un homme comme lui ne s'était pas arrêté parce qu'il avait trouvé la miséricorde. Il s'était arrêté parce qu'il avait enfin compris qu'il ne pouvait pas gagner sans attirer le genre d'attention qui dévore tout le monde. Sophia avait dormi pendant tout ce temps, bien au chaud dans son lit, avec une sécurité supplémentaire postée devant sa porte. Il était presque minuit lorsque Lorenzo trouva enfin Emma, dans le jardin, assise sur un banc de pierre sous les étoiles. Sophia te demande, dit-il doucement. Elle veut que tu lui chantes une berceuse. Je monte dans un instant. Emma ne bougea pas. J'avais besoin d'air d'abord. J'avais besoin de digérer le fait que je venais d'aider à planifier une opération militaire contre le crime organisé. Lorenzo s'assit à côté d'elle. Tu as des doutes sur le fait de rester? Non. Sur ce que signifie rester? Constamment, elle se tourna vers lui. Ton monde est violent, dangereux, plein de menaces auxquelles la plupart des gens ne sont jamais confrontés. Je le sais, et je comprendrais que tu choisisses de partir à cause de cela. Je ne pars pas, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La voix d'Emma se raffermit. Juliana a séparé son travail avec les enfants de ton monde parce qu'elle savait que les deux avaient besoin de protection. Si je reste, si je fais partie de cette famille, j'ai besoin de la même séparation. Je ne m'impliquerai pas dans tes affaires. Je ne connaîtrai pas les détails des opérations ou des conflits. Je m'occuperai de Sophia, je serai présente pour cette famille. Mais la violence restera à l'extérieur. Je peux vivre avec ça. Et toi? Parce que je t'ai observé ce soir. Je t'ai vu prendre des décisions concernant la vie des gens avec le même calcul que tu utiliserais pour une transaction commerciale. C'est qui tu es, c'est votre monde. Et j'ai besoin de savoir que vous ne nous entraînerez pas, Sophia et moi, dans ce monde plus que ce qui est absolument nécessaire. Lorenzo resta silencieux pendant un long moment. Mon père disait que le plus difficile dans cette vie, c'est de savoir quand être le monstre et quand être l'homme. J'ai passé des années à être principalement le monstre parce que c'était plus sûr, plus facile. Mais vous et Sophia, vous me donnez envie de me rappeler comment être l'homme. Alors sois-le pour elle, pour nous. Emma lui prit la main. Juliana a vu en toi quelque chose qui valait la peine d'être aimé malgré tout. Je commence à le voir aussi. Ne nous fais pas regretter cette confiance. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses jointures. Je passerai le reste de ma vie à la mériter. Ils restèrent assis dans un silence confortable, les mains entrelacées, jusqu'à ce que la voix de Sophia les appelle depuis sa fenêtre. Emma, je ne peux pas dormir sans ma chanson. Emma rit doucement. Je devrais y aller. Lorenzo se leva avec elle, mais ne lâcha pas sa main. Tout à l'heure, quand j'ai dit que tu nous rendais plus forts, je ne parlais pas seulement sur le plan tactique. Tu me rends plus forte. Tu me rappelles ce que je protège et pourquoi c'est important, Lorenzo. Il la serra contre lui, une main sur son visage. Je lutte contre cela depuis des semaines. Je lutte contre ce que je ressens quand tu entres dans une pièce. Je lutte contre le fait que tu deviens indispensable à ma vie d'une manière qui me terrifie. J'ai fini de lutter. Que veux-tu dire? Je dis que Juliana t'a amené dans nos vies pour une raison. Peut-être était-ce pour sauver Sophia. Peut-être était-ce pour me sauver. Peut-être était-ce les deux. Son pouce caressa sa pommette. Je te dis que je suis en train de tomber amoureux de toi, Emma Foster, et je pense que tu ressens la même chose. Elle retint son souffle. C'est compliqué. Tout dans ma vie est compliqué. Mais notre relation semble être la seule vérité simple dans tout ce chaos. Emma se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut d'abord un baiser doux, hésitant,
Puis il s'intensifia lorsque des mois d'émotions refoulées trouvèrent enfin leur libération. Lorenzo l'enlaça, la serrant contre lui comme si elle était précieuse et vitale. Quand ils se séparèrent, et enfin ils respiraient tous les deux difficilement. « Je t'aime, murmura Emma. Je t'aime depuis la nuit où je t'ai vu pleurer en regardant Sophia dormir. Depuis que tu m'as confronté à mes secrets, parce que tu étais terrifiée, pas en colère. Depuis que tu as choisi de croire en moi-même, quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Alors reste, pas en tant qu'aide-soignante ou pour rembourser une dette. Reste en tant que la femme avec laquelle je veux construire un avenir. Quel genre d'avenir? Un avenir où Sophia a une mère qui l'aime, où j'ai un partenaire qui me comprend parfaitement et qui me choisit malgré tout, où nous honorons la mémoire de Juliana en menant le genre de vie qu'elle aurait souhaité pour nous tous. La voix de Sophia se fit à nouveau entendre, plus insistante. « Emma, papa, vous vous embrassez dans le jardin? Parce que je vous vois depuis ma fenêtre. » Ils se séparèrent en rien. « Nous devrions monter, dit Emma. » Lorenzo garda sa main dans la sienne. Ensemble, ils montèrent les escaliers côte à côte, et pour la première fois depuis la mort de Juliana, Lorenzo eut le sentiment que sa maison redevenait un foyer. L'appel vint de l'équipe juridique de Lorenzo 6 semaines après qu'Emma eut accepté de rester. Elle faisait la lecture à Sophia dans le jardin lorsque Vincent apparut avec un message disant que M. Pellegrini souhaitait la voir dans son bureau. Sophia leva les yeux de son livre, les yeux brillants. « Tu as des ennuis? Je ne pense pas, ma chérie. Finis ce chapitre et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Lorenzo se tenait près de la fenêtre quand Emma entra, la lumière du soleil illuminant ses tempes argentées. Il se retourna et elle vit quelque chose de paisible dans son expression. « Vos documents sont en règle, dit-il sans préambule. J'ai demandé à mes avocats de travailler avec leurs contacts à Naples. Votre certificat d'infirmière est désormais correctement enregistré auprès de toutes les agences compétentes. Votre visa de travail a été transformé en permis de séjour permanent. Aux yeux de tout le monde, Emma Foster a toujours été exactement celle qu'elle prétendait être. Emma porta la main à sa bouche. « Comment? J'ai des ressources et je protège ce qui compte pour moi. » Il traversa la pièce et lui prit les mains. « Vous n'avez plus besoin de regarder derrière vous. Vous ne vous cachez plus. Vous vivez tout simplement. » Oui, tout simplement. « Lorenzo, cela a dû vous coûter... » Non, peu importe ce que cela a coûté, cela en valait la peine pour voir cette expression sur ton visage en ce moment. Son pouce dessina des cercles sur sa paume. « Tu as tout abandonné pour honorer la mémoire de Juliana. Le moins que je puisse faire est de te donner une nouvelle chance de construire ton avenir. Notre avenir. » Emma corrigea doucement. « Notre avenir. » Il la serra contre lui, posant son menton sur sa tête. L'oncologue de Sophia a appelé ce matin. Ils ont les résultats de ses derniers examens. Le cœur d'Emma se serra et elle veut les annoncer en personne demain après-midi. Toute la famille en devrait être présente. Le lendemain lui sembla durer une année. Emma distraya Sophia avec des jeux et des histoires, tandis que Lorenzo s'occupait des appels professionnels avec une rapidité inhabituelle. Lorsque le docteur Patel arriva enfin, ils se rassemblèrent dans le salon, comme des accusés attendant leur verdict. Le médecin ouvrit sa tablette, puis leva les yeux avec un sourire qui transforma son visage habituellement sérieux. Les scanners de Sophia sont parfaitement normaux. Aucune trace de cellules cancéreuses. Ses analyses sanguines sont excellentes. Son système immunitaire se reconstruit plus tôt que prévu. Elle a posé sa tablette. « Sophia, tu es en rémission complète. » La pièce a explosé de joie. Sophia a fondu en larmes et s'est jetée dans les bras d'Emma, qui l'a rattrapée tout en pleurant elle-même. Lorenzo est resté figé un instant avant de perdre son sang-froid et de les rejoindre, les enlaçant toutes les deux. « Tu as réussi, » murmura Emma dans les cheveux de Sophia. « Tu t'es battue si fort et tu as gagné. » « Nous avons gagné, » corrigea Sophia, « tous ensemble. » Le docteur Patel leur laissa le temps de célébrer, leur donnant des détails sur les calendriers de suivi et le retour progressif à des activités normales. Quand elle finit par partir, Sophia, épuisée par l'émotion, s'endormit sur le canapé entre Lorenzo et Emma. « Elle va vraiment bien, » dit Lorenzo, plus à lui-même qu'à Emma. « Après tout ce qui s'est passé, elle va s'en sortir. Elle va même plus que s'en sortir. Elle va s'épanouir. » Lorenzo regarda Emma par-dessus la tête de sa fille endormie. « Je dois te demander quelque chose maintenant, pendant qu'elle dort, parce qu'elle doit faire partie de ce qui va suivre. »
Le pouls d'Emma s'accéléra. De quoi parles-tu? Au lieu de répondre, Lorenzo se leva prudemment du canapé et s'agenouilla sur le sol à côté. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Emma Foster, il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie avec des secrets, de la détermination et la mission d'honorer une femme que nous aimions tous les deux. Tu as redonné la parole à ma fille. Tu m'as appris à être présent au lieu de me cacher derrière la peur. Tu as vu le pire de mon monde et tu as quand même choisi de rester. Emma couvrit sa bouche de sa main, tandis que des larmes commençaient à couler. Je ne te demande plus d'être la gardienne de Sophia. Je te demande d'être sa mère afin que nous devenions officiellement la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs. Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec un saphir entouré de petits diamants. Épouse-moi, non pas par gratitude ou par commodité. Épouse-moi parce que je t'aime. Parce que tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Parce que Juliana nous a réunis et je pense qu'elle le voudrait. Papa demande Emma en mariage. La voix endormie de Sophia l'interrompit. Je ne dors pas vraiment. C'est trop important. Lorenzo rit, d'un rire surpris et sincère. Tu faisais semblant depuis le début? Seulement pendant 5 minutes, mais tu mettais trop de temps à me le demander. Sophia s'assit et prit la main d'Emma. Dis oui, s'il te plaît, dis oui. Nous avons besoin de toi. Emma les regarda tour à tour. Ces deux personnes qui étaient devenues tout son univers. Oui, 1000 fois oui. Oui. Lorenzo glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa sous les acclamations de Sophia. Ce moment était imparfait et parfait, exactement comme la famille qu'ils étaient en train de construire. Les mois qui suivirent furent consacrés à l'apprentissage et à une transformation progressive. Le rôle d'Emma passa de celui d'aidante à quelque chose qui n'avait pas de titre officiel, mais qui lui donnait l'impression d'être chez elle. Elle et Sophia entamèrent les démarches d'adoption, un processus que les avocats de Lorenzo accélérèrent avec la même efficacité qu'ils avaient utilisée pour légitimer ces documents. Lorenzo s'est investi à fond, assistant aux examens médicaux de Sophia, participant à leur routine du soir, apprenant à s'impliquer plutôt qu'à observer. Il dirigeait toujours son organisation, prenait toujours des décisions difficiles dans son bureau plongé dans la pénombre, mais il avait appris à séparer ce monde de celui qu'il construisait avec Emma et Sophia. 3 mois après la demande en mariage, un colis est arrivé de Naples. Emma a immédiatement reconnu l'adresse de l'expéditeur. Santa Maria Delegacia, j'ai dit aux religieuses que j'allais me marier, expliqua Emma à Lorenzo en ouvrant délicatement la boîte. Elles m'ont dit qu'elles avaient quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose que Juliana avait laissé il y a des années avec pour instruction de me le remettre si jamais je revenais le chercher. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois usée par le temps. Emma souleva le couvercle d'une main tremblante et découvrit des lettres, des dizaines de lettres écrites, de la main élégante de Juliana, chacune datée et scellée. Elle m'a écrit, murmura Emma. Toutes ces années, elle m'avait écrit des lettres. Elles les ont lues ensemble ce soir-là, après que Sophia se soit couchée. Des lettres qui racontaient les réflexions de Juliana sur l'aide aux enfants, ses espoirs pour l'avenir d'Emma, sa joie de voir la petite fille des rues se transformer en une jeune femme pleine de détermination et de gentillesse. La dernière lettre était datée de 3 semaines avant le diagnostic du cancer de Juliana. Ma chère Emma, a lu Lorenzo à haute voix, la voix chargée d'émotion. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je prie pour que tu aies trouvé le bonheur et d'une famille, que tu ne sois plus seul au monde. Tu as été l'une de mes plus grandes joies, la preuve que la gentillesse d'une seule personne peut changer complètement une vie. J'ai une fille prénommée Sophia qui a 6 ans au moment où j'écris ces lignes. Elle est courageuse, intelligente et rayonnante. Si quelque chose m'arrive, si jamais tu la rencontres, j'espère que tu verras en elle le même potentiel que j'ai vu en toi. Aime-la comme je t'ai aimé. Protège-la comme je t'ai protégé. Et si mon mari semble perdu, sois patiente avec lui. C'est un homme bon pris au piège dans un monde difficile. Il aura besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois la survie et la compassion. Tu ne me dois rien, Emma. Tu ne m'as jamais rien dû. Mais si tu choisis d'aider ma famille si elle en a besoin, sache que cela m'apporterait la paix. Tu étais l'œuvre de mon cœur. Ma fille est mon cœur même. Peut-être qu'ensemble, vous pourrez toutes deux guérir. Avec tout mon amour, Juliana. Emma sanglotait à la fin. Lorenzo posa la lettre avec précaution et la prit dans ses bras. Elle savait. Emma étouffa un sanglot. D'une manière ou d'une autre, elle savait que cela arriverait. Ou du moins,
Elle l'espérait. Elle espérait que si quelque chose lui arrivait, la fille qu'elle avait sauvée pourrait à son tour nous sauver. Lorenzo embrassa sa tante. Elle a fait le bon choix. Le lendemain, ils montrèrent les lettres à Sofia. Ils lui lurent celles qui étaient appropriées et lui expliquèrent celles qui étaient trop adultes. Sofia écouta les yeux écarquillés, puis toucha délicatement le papier. Maman voulait que nous formions une famille, dit-elle simplement. Elle a choisi Emma pour nous. C'est vrai. Lorenzo acquiesça. Et nous allons honorer cela en étant la meilleure famille possible. Le mariage eut lieu au début de l'automne, lorsque le jardin était à son apogée. Ils le gardèrent intime, avec seulement la famille proche et quelques amis de confiance. Sophia fut demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe lavande qu'Emma avait dessinée, avec de petites étoiles brodées sur l'ourlet. Pour toutes les étoiles que tu as peintes sur mon plafond, avait expliqué Sophia. Ainsi, les étoiles de maman font aussi partie du mariage. Emma portait une robe en soie crème, simple et élégante. Alors qu'elle marchait dans l'allée improvisée entre les chaises de jardin, elle repensa au chemin qui l'avait menée ici, depuis sa mort dans une ruelle de Naples jusqu'à son mariage dans une famille qu'elle n'avait autrefois qu'espéré rencontrer. Lorenzo l'attendait au bout de l'allée, la regardant comme si elle était un miracle. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains et murmura « Merci d'être resté. Merci de m'avoir donné une raison de le faire. » La cérémonie fut brève mais pleine de sens. Lorsque le célébrant les déclara mariés, Sophia fut la première à les embrasser tous les deux. « Maintenant, tu es officiellement ma maman, dit-elle à Emma. « Maintenant, je suis officiellement la femme la plus chanceuse au monde, corrigea Emma. Les mois qui suivirent ne ressemblaient pas à un conte de fées. Ils ressemblaient plutôt à du travail, des rendez-vous et des prises de sang, des nuits où le corps de Sophia était trop fatigué pour être courageux, et des matins où Emma se réveillait encore en s'attendant à moitié à ce que le sol disparaisse sous ses pieds. Mais petit à petit, le calendrier a changé de sens. Les traitements sont devenus moins fréquents. Le mot rémission a cessé de ressembler à un défi et a commencé à ressembler à une permission de respirer. Elles ont appris le rythme de leur nouvelle vie dans les intervalles entre les moments de peur. Lorenzo a cessé de vivre à travers des moniteurs. Emma a cessé de vivre comme si elle était temporaire. Et quelque part au cours du deuxième printemps, après le mariage, l'espoir a pris du poids et un battement de cœur. À l'arrivée de l'été, Marco est arrivé, furieux et parfait, et Sophia l'a déclaré sien avant même qu'il n'ouvre les yeux. 2 ans plus tard, le jardin était rempli de sons différents. Le rire gazouillant d'un bébé se mêlait au bavardage animé de Sophia, qui essayait d'enseigner des mots italiens à son frère de 3 mois. Dis, Stella, Marco, cela signifie étoile, comme celles qui sont au plafond de ta chambre. Marco, qui ressemblait à un mélange parfait de Lorenzo et Emma, avec ses cheveux foncés et ses yeux bleus, émit un son incompréhensible que Sophia décida d'interpréter comme un succès. Emma observait la scène depuis une couverture étendue sur l'herbe, émerveillée par la transformation radicale de sa vie. Sophia avait maintenant 8 ans, elle était en bonne santé et pleine de vie, sans aucune trace de l'enfant silencieuse et malade qu'elle avait été. Le cancer était toujours en rémission, et chaque mois qui passait, la peur d'une rechute s'estompait un peu plus. Lorenzo sortit de la maison avec un plateau sur lequel étaient disposées des boissons et des collations. Il avait appris les gestes domestiques au cours des 2 dernières années, de petits gestes d'attention qui lui venaient désormais plus naturellement. « Ta fille est convaincue que c'est un garçon, dit Stella à Emma en s'installant à côté d'elle. « Notre fille, corrigea Emma avec un sourire. Et elle a peut-être raison, il est très en avance. Bien sûr qu'il l'est. Regarde ses parents. Lorenzo se pencha pour l'embrasser, puis Marco, puis appela Sophia. « Viens ici, petite étoile. C'est l'heure de la chanson. » C'était devenu leur tradition. Chaque dimanche soir, quand le temps le permettait, ils se réunissaient dans le jardin et chantaient les vieilles berceuses napolitaines que Giuliana avait apprises à Emma, qui les avait apprises à Sophia, qui les apprenait maintenant à Marco. Sophia s'installa entre eux et Emma entonna la mélodie. Stelle Esteline. Lorenzo se joignit à eux cette fois-ci, la voix rouillée mais sincère. Il avait passé des mois à apprendre les paroles, s'entraînant en privé jusqu'à pouvoir chanter sans gêne. Pour Giuliana, pour sa famille, la voix de Sophia était claire et forte, portant la mélodie avec assurance.
Marco agitait ses petits poings dans ce qui pouvait être le rythme. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, peignant le ciel de nuances ambrées et roses, Emma sentit une présence qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Peut-être était-ce un souvenir. Peut-être était-ce de la gratitude. Peut-être était-ce Juliana qui veillait sur la famille qu'elle avait constituée grâce à un acte de gentillesse impulsif il y a des années. Penses-tu qu'elle sait? Demanda Emma doucement lorsque la chanson prit fin. Lorenzo comprit immédiatement. Je pense qu'elle savait avant nous. Elle savait que te sauver finirait par nous sauver. Elle a changé ma vie 2 fois. Une fois lorsqu'elle m'a trouvé mourant dans cette ruelle. Une autre fois lorsqu'elle m'a ramené vers toi et Sophia. Elle a changé nos vies à tous. Mais c'est toi qui es resté. C'est toi qui t'es battu pour cette famille alors que tu aurais pu partir. Lorenzo passa son bras autour de ses épaules. Nous ne serions pas ici sans toi. Sophia se pencha de l'autre côté d'Emma. Raconte-nous encore comment maman t'a trouvé. Emma avait raconté cette histoire d'innombrables fois, mais elle ne se lassait jamais. Sophia avait besoin de l'entendre pour comprendre le lien qui rendait leur famille unique. Marco l'entendrait aussi quand il serait assez grand pour comprendre. J'avais 12 ans, commença Emma, et je pensais que j'allais mourir seule. Mais alors, cette femme est apparue. Pendant qu'elle parlait, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, de minuscules points lumineux dans le ciel qui s'assombrissaient. Sophia avait appris à Marco à aller chercher au crépuscule, perpétuant la tradition que Juliana avait commencée il y a des années. Stella Esteline, murmura Sophia à son petit frère. Des étoiles et des petites étoiles. Maman nous regarde de là-haut et maman Emma est ici avec nous. Le bébé attrapa le doigt de Sophia et le serra. Lorenzo rapprocha Emma de lui et posa sa tête contre la sienne. Nous avons réussi. Malgré tout, nous avons réussi. Oui, acquiesça Emma. Et ce n'est que le début. Le jardin était rempli de bonheur, tandis que la famille était assise ensemble sous les étoiles naissantes. Quelque part dans sa mémoire, Juliana souriait, son travail accompli. Elle avait sauvé un enfant qui avait sauvé une famille, créant un cercle d'amour qui se répercuterait à travers les générations. Dans la maison derrière eux, les écrans étaient éteints et inutilisés. Lorenzo n'avait plus besoin de surveiller à distance. Il était enfin présent, enfin entier, enfin chez lui. Et Emma Foster, la fille des rues de Naples, qui était devenue Emma Pellegrini, épouse et mère et cœur de cette famille improbable, avait enfin trouvé sa place.